encore un honneur de vous retrouver sur Info Télévision. Bienvenue au cœur de votre émission Le Grand Soir. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h52, une occasion de s'arrêter sur trois thématiques retenues pour ce début de semaine. On reviendra sur ce cambriolage du côté du cabinet civil de la présidence de la République au Cameroun. Que comprendre finalement d'un tel acte alors que nous vivons une période très tendue dans l'ensemble du triangle national. On va également s'intéresser ce soir à cette autre réforme qui est un coup de téléchargement du côté du Parlement camerounais concernant nos faunes et nos forêts. Notre faune et nos forêts au Cameroun, on le sait, c'est un environnement qui vit une grosse bataille tant économique que politique dans l'ensemble du triangle national. Donc finalement, cette réforme, elle est très attendue et on souhaite vivement qu'elle soit paraphée et qu'on ait de nouvelles conditions d'exploitation, pourquoi pas, de nos forêts au Cameroun. Et bien sûr, ce jour 1er juin est journée mondiale consacrée au bandeau blanc contre la pauvreté. Une opportunité pour nous de remettre à l'ordre du jour la sempiternelle bataille pour barrer la route à la pauvreté au Cameroun. Qu'est-ce qu'il faut finalement pour sortir les Camerounais de la pauvreté? Voilà la vitrine de votre émission. Installez-vous confortablement, juste le temps d'un détour. On dit bonsoir à notre panel qui nous accompagne. Le code d'accès, vous l'avez, c'est le 699 13 50 75. Par SMS ou par WhatsApp, n'hésitez surtout pas à en faire bon usage tout au long de cette émission. Je le réitère, notre plateforme Facebook, Info TV Cameroun. Restez également disponible, peu importe où vous vous trouvez en ce moment. Vous avez le bonheur et l'opportunité de contribuer, bien sûr, à l'édifice Cameroun. Et partant à l'édifice Afrique, et même, pourquoi pas, appeler à changer le monde. C'est notre leitmotiv tous les jours dès qu'il est 17h. Et on espère très bien contribuer à ces changements-là. Une fois que je l'ai dit bonsoir El Hadj Maïriga Ibrahim qui est avec nous ce soir. C'est un homme politique. C'est vrai que je ne sais pas si je dois t'utiliser sous ta casquette. Bienvenue El Hadj. C'est un bonheur de vous avoir encore sur ce plateau ce soir parce qu'on le sait quand même, vous êtes de la branche progressiste du RDPC. Donc du coup, on a parfois du mal à imaginer que vous êtes du RDPC. Donc, ça, c'est vrai. Voilà, bienvenue sur le plateau du Grand Soir. Merci Rosalie, merci pour cette autre invitation. Je dis bonsoir à mes co-panélistes, bonsoir aux millions de téléspectateurs, surtout de cette grande émission qui aujourd'hui au Cameroun, sincèrement, nous avons le retour dans tous les foyers, à pareille heure, tout s'arrête justement pour nous écouter. Et nous pensons être à la hauteur, n'est-ce pas, comme d'habitude, au moins. Nous ne sommes pas les plus intelligents, on est d'accord. Vous êtes les plus courageux. Nous sommes juste, c'est ce que toujours dit, peut-être le plus courageux, surtout dans ce parti, notre grand parti, le RDPC, où les gens aujourd'hui, beaucoup fuient les débats, parce que menacés peut-être, n'est-ce pas, et pour protéger les petits prébendes et tout. Mais nous avons dit, nous avons choisi notre côté pour dire que le Cameroun, c'est notre bien commun. Nous sommes obligés, n'est-ce pas, au moment quand il y a, n'est-ce pas, un débat, quand il y a, n'est-ce pas, des événements qui se passent, connus de tout le monde, que chacun apporte sa participation, son petit éclairage, ce qu'il a eu à comprendre de ça. Pas parce que nous le disons, parce que nous voulons, n'est-ce pas, faire du mal, nuire ou plaire à deux personnes, non. Nous venons, n'est-ce pas, sur un plateau comme ça. Rien dire pour nuire, rien dire pour plaire, ça se va. Simplement ce qui est vrai. Parce qu'avant tout, un jour, l'histoire va rétablir, n'est-ce pas, la vérité et ça risque de nous rattraper. À un certain âge, l'homme est obligé de dire, vraiment d'être lui-même, de dire, parce que nous avons des enfants à la maison, au quartier, nous avons des amis. Donc nous sommes obligés de dire vraiment des choses, pas parce que c'est forcément la vérité, c'est que nous pensons être la vérité, à chacun de juger. Et comme je l'ai dit, le temps restitue toujours. Le temps reste le grand boss de toutes choses. Le grand boss de toutes choses. Merci d'être encore avec nous ce soir. Je le retrouve avec beaucoup de bonheur. Ça fait combien de siècles? Bouba Boubacar, militant de l'UDC, qui est avec nous ce soir. Tu m'as fait beaucoup d'infidélité. Et te retrouve avec beaucoup de bonheur. Bienvenue. J'ai pas envie de dire bonne année, puisqu'en même temps, c'est la première émission avec moi depuis le début de 2024. C'est un plaisir. Merci d'avoir accepté et bienvenue. Bonsoir Rosalie, bonsoir à tous les copanélistes, bonsoir à tous les millions de téléspectateurs d'Info TV.
Ben, justement, ça fait un bon bout que je ne suis pas passé. Et puis je m'excuse déjà pour la dernière fois, juste parce qu'à la dernière minute, j'ai eu un contretemps. Mais aujourd'hui, l'invitation est arrivée au bon moment. Il fallait être là. Donc, d'entrée de jeu, je joins ma voix à celle de mon président national, l'honorable Toumani Damdjoya, et qui s'est incliné sur la mémoire du lion qui est tombé. Ah oui, Landry Nguemo. Ça s'est coué, ça s'est coué beaucoup de personnes, surtout qui n'a pas été malade. Très souvent, lorsque quelqu'un passe par la maladie ou par des situations compliquées, on a le temps de voir venir, parfois de se préparer même psychologiquement. Les morts brutales comme celle-là, très souvent, ça marque un tout petit peu les esprits. Voilà, à l'UDC, nous nous inclinons sur la mémoire du lion qui est tombé sur nos routes. Et je profite donc de l'occasion pour souhaiter un bonsoir à tous ces agents du ministère des Transports, beaucoup plus ceux qui sont là pour la prévention, qui sont là soi-disant pour la prévention routière, et qui, au lieu de sensibiliser, mais sont là plutôt pour faire autre chose. Parce que j'aurais beaucoup de choses à dire la prochaine fois, peut-être, contre ces agents. Qu'est-ce qu'ils font? Ben, depuis pratiquement un an, je n'ai pas de permis de conduire, pas de carte grise. Juste parce que un agent il a égaré mes papiers comme ça. Je suis allé jusqu'au ministère, mais jusqu'à aujourd'hui, mes papiers sont introuvables. C'est ça le Cameroun. On aura sûrement l'occasion d'échanger sur ce type de sujet, sur ce plateau, parce que j'ai déjà enregistré justement beaucoup de plaintes allant dans ce sens-là. Et lorsqu'il y en a beaucoup, je finis toujours par en faire un sujet d'actualité. Ça veut dire que ça concerne tous les Camerounais, ceux-là qui se laissent, qui embarquent souvent les documents des gens sur les routes, sans véritablement laisser des informations. Bon, il faut aussi dire que vous-même vous laissez pourquoi? Parce qu'on n'a pas... Parce qu'on ne s'est pas comporté à la camerounaise. Parce que oui, là, mais vous savez qu'ils n'ont pas le droit d'embarquer aussi vos papiers comme ça, sans vous laisser un document. Oui, justement, il y a une police de contravention qui a été, que je détiens. Mais si j'avais fait comme les Camerounais, vous n'auriez pas eu cette situation. je ne me serais pas retrouvé dans un... Mais comme je ne peux pas faire comme cela, l'éthique que le docteur Adamou Damdjoya nous a enseigné nous empêche de faire cela. Alors, même sans cet enseignement, je suis d'accord avec vous. Il ne faut pas faire comme ça. Il faut bien qu'il y ait une quantité de personnes qui renversent la vapeur pour qu'on ait une chance de changer la société. Et quelqu'un m'a dit un jour, ben, vous savez, toi, ton problème de bâche que tu refuses là, tu nous perds le temps là en route. Et je lui ai dit non, il faut bien qu'il y ait des personnes qui voudraient que ça marche bien pour qu'on finisse par comprendre qu'on peut inverser la vapeur. Si tout le monde s'est dit, les autres font comme ça, moi aussi je dois faire, on ne verra jamais le bout du tunnel. Donc, si on voudrait que ça change, on donne l'exemple soi-même. Ne baissez pas les bras, c'est vrai que ça crée souvent des désagréments comme cela, mais le combat, c'est comme ça qu'on le mène. On va le mener jusqu'au bout. Merci d'être là ce soir. Aristide Kokomo Konofino. C'est pas moi ça? C'est pas loin. Voilà, c'est pas loin. Konofino Nemala, secrétaire général du PCPDC. C'est votre première sur le plateau du Grand Soir avec moi et c'est un bonheur de vous accueillir. Bienvenue. Merci Rosalie. Je profite pour saluer mes copanélistes et saluer, n'est-ce pas, vos multiples téléspectateurs. Il y en a sûrement qui vont poser la question pendant l'émission, donc tant mieux vous répondez tout de suite. PCPDC, c'est dans la dernière vague des partis politiques légalisés au Cameroun. Je dirais que c'est un des derniers nés. PCPDC, Parti camerounais pour la paix, la démocratie et la construction. Je ne veux pas m'arrêter. Tout à l'heure, Monsieur Bouba a parlé, n'est-ce pas, de ce lion qui est tombé sur notre route, ou alors sur une de nos routes. Et je ne m'arrête pas qu'à lui, n'est-ce pas, parce qu'en fait, sur la semaine, et dans la semaine d'ailleurs, plusieurs Camerounais sont décédés sur toujours ce triangle-là. Et ce n'est pas la première fois. Nous déplorons cela. Est-ce la faute de la route? Est-ce la faute des usagers? C'est autant de thématiques
que je souhaiterais que vous... Rassurez-vous, on en a suffisamment parlé après la falaise de Tchang. Cette émission pas au rythme de l'actualité. Donc à l'instant où ça se produit, nous on en parle. Et puis c'est clair que la question de route revient continuellement parce que tant qu'il n'y a pas totalement de résultats, on se sent obligé d'en parler et d'en parler encore. Donc comme la route tourne et que l'actualité tourne, à n'importe quel moment on parlera encore de ces routes. Mais vous pouvez profiter pour dire ce qui vous chagrine. Je serais, n'est-ce pas, content de venir échanger avec vous ce jour-là. Parce qu'en fait, il est question ici de sensibiliser. Parce que la sensibilisation est un gros pan, n'est-ce pas, de notre communication qui est négligé. Que les uns et les autres se mettent et relèvent, n'est-ce pas, tout l'état, n'est-ce pas, qui entrave, n'est-ce pas, nos routes. Ça part, n'est-ce pas, des usagers et ça part même, n'est-ce pas, des politiques et des personnes qu'on envoie là-bas pour essayer, n'est-ce pas, de réprimer ou alors de sensibiliser. D'accord. Merci d'être avec nous, Aristide Konofino. C'est un plaisir de vous accueillir. L'habitude sur ce plateau, c'est dernier salué, premier à intervenir. Donc, on va rentrer tout de suite, si vous le voulez bien, dans la thématique prévue pour ce jour. On démarre donc avec ce cambriolage au cabinet civil de la présidence de la République du Cameroun. Un vol aurait donc eu lieu dans la nuit du 15 au 16 juin à la présidence du Cameroun, d'après tous les journaux qui ont fait écho, Jeune Afrique et les autres, pour ne pas les citer. Le bureau de Samuel Vondo Ayolo aurait été cambriolé, le directeur de cabinet donc civil de Paul Biya. Depuis, tout le monde y va de son grain de sel et nous on a envie de comprendre ce qui peut pousser quelqu'un à courir un si grand risque. Aller cambrioler, on parle d'une vitre cassée, c'est l'effraction, quelques documents emportés lors de ce cambriolage. Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à franchir la muraille du palais présidentiel pour aller casser le bureau du cabinet civil? J'interroge la société. Ouais. J'interroge la société. Quelle analyse faites-vous donc de ce... J'en viens. J'interroge la société. Parce qu'en fait, lorsqu'on casse le cheveu, autour, vos voisins pensent que vous êtes la seule victime. Ouais. Vous n'êtes pas la seule victime parce qu'en fait, c'est un problème d'environnement. L'environnement aujourd'hui est à privilégier justement, n'est-ce pas, les incompréhensions, privilégie ce qui devait être réprimé par toute la nation, avec la ferveur, avec trop de verve et de ferveur. Parce qu'en fait, lorsque un individu se lève et va cambrioler à la présidence de la République, on interroge non seulement les institutions, parce qu'ici, il y a un problème d'autorité. Il y a un problème d'autorité quand quelqu'un prend autant de risques. Il faudrait bien que ce pourquoi il prend ce risque soit d'une très grande valeur. Et j'en se dit donc que les temps que nous courons, n'est-ce pas, les différents, j'appelle ça quoi, les différents moments que nous passons aujourd'hui, n'est-ce pas, prévalent cela. C'est-à-dire que les gens se disent qu'ils sont prêts à tout et ils ne seront pas punis et ils peuvent faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent. Aller à la présidence de la République, violer, parce qu'en fait ici c'est une violation, n'est-ce pas, d'un lieu public, d'un lieu privé, parce qu'en fait il s'agit de la présidence de la République, il s'agit du cabinet civil qui est ce que nous appelons ici je dirais quoi, c'est l'antichambre du président. Ça veut dire que c'est le président de la République qui a été cambriolé. On ne saurait aller cambrioler la présidence de la République donc aussi impunément si les enjeux ne sont pas importants. Je prendrai donc cet exemple-là, parce que nous avons l'occasion d'en parler, pour dire qu'il n'y a pas que cela. Il n'y a pas que cela qui est à questionner. Comment se porte la mentalité camerounaise? Il y a lieu de se poser la question de savoir, là, cette déchéance-là, jusqu'où elle va aller? Où est-ce qu'elle va aller? Au point où on ne respecte pas les institutions, on va voler à la présidence, certainement que les enjeux sont énormes. El Hadj Mariga Ibrahim, la perspective de 2025 ou bien des dossiers noirs à détourner, à cacher, beaucoup de questions fusent. À votre avis, comment on peut comprendre cet acte de cambriolage qui vient d'être enregistré au sein même du palais présidentiel du Cameroun? Ça fait froid au dos quand même, lorsque l'on sait, il parle d'impunité, on n'a tellement pas puni qu'aujourd'hui on n'a pas peur d'aller jusqu'à cambrioler le palais de l'unité. Vous savez,
vraiment qu'il m'excuse, n'est-ce pas, mon co-panéliste, je ne partage pas, peut-être que c'est moi qui ai mal compris, mais à l'écouter, c'est peut-être comme si c'est un gars de Mvogadaou de la briqueterie qui allait escalader le mur, aller à la présidence, n'est-ce pas, casser la vitre du bureau du DCC. Je dis non, c'est un problème vraiment grave, mon cher collègue. C'est un problème grave. Mais comme nous sommes dans un pays qui est habitué au scandale, et scandale après scandale, vous allez voir, rien ne doit se passer. Mais c'est un cas grave. Nous parlons là du cabinet civil. Donc l'homme qui est chargé, n'est-ce pas, de la gestion du quotidien du chef de l'État. On est d'accord. Et dans l'enceinte de quoi? La présidence du Cameroun, la présidence de la République du Cameroun, le siège, n'est pas n'importe quoi. Pour celui qui connaît, les murs, tout ce qui entoure là, c'est d'abord des maisons, des gens de la garde présidentielle. Ne croyez pas que quelqu'un peut aller escalader un mur, traverser la grande cour, aller dans le bloc administratif. Donc, la personne dont vous êtes supposé connaître le bureau du DCC, la sécurité qu'il y a au niveau de la présidence, en dehors des hommes, les caméras de surveillance, mon cher ami, ça, il n'y a qu'un problème à l'interne. C'est pour ça que moi, je suis d'accord pour ceux qui disent que c'est justement ce problème, n'est-ce pas, de la fin du règne. Ouais. Où il y a des groupes de personnes qui bataillent à l'interne. Bon, certaines personnes ont vite fait de dire des milliards. Là, c'est ce que je ne crois pas. Parce qu'on ne peut pas quand même porter 7 milliards comme ça, là, même en devise. Mais au fond de ce problème, cherchez à avoir peut-être des documents qui peuvent compromettre l'homme. Parce que, je vous dis, au niveau de la présidence, les gens se marchent sur le pied entre eux. Il y a des problèmes sérieux entre eux que nous connaissons tous. La seule personne peut-être qui ne sait pas, qui ne veut rien faire, c'est peut-être le président de la République lui-même. Mais nous, Camerounais, quand nous voyons les ajustements de ce genre-là autour de lui, nous avons peur. Parce qu'on ne peut pas expliquer. Souvenez-vous aussi, dans ce même pays, le ministère de la Défense a été cambriolé. On est d'accord? Le cœur de la sécurité du pays, le ministère de la Défense, a été cambriolé. Le ministère de l'Économie et des Finances, je crois bien, peut-être aussi la délégation générale de la sécurité, un truc comme ça. Donc, des grandes institutions comme ça, où les gens arrivent à pénétrer, à les commettre de forfaits. Ces enquêtes-là sont passées où? C'est la même chose que vous allez entendre avec ce dossier. La personne qui a eu quand même à déplorer ce cas, ce n'est pas de la moindre. C'est la vice-doyenne ou c'est la doyenne, n'est-ce pas, de l'Assemblée. Ouais. Elle a dit un pays à scandale. Ça ne fait que venir. Donc, nous disons, c'est sûrement, quand nous voyons un truc comme ça, qui doit encore tout à l'heure vous parler de la sécurité routière. Non, nous ne sommes pas en sécurité dans ce pays. Tout peut nous tomber dessus parce que l'homme qui doit tout à l'heure, parce que dans un pays sérieux, vous allez entendre, n'est-ce pas, la suspension des gens ou les arrestations même. Parce qu'on nous fait comprendre quoi? Que les caméras étaient désactivées. Oui. Parce que si les caméras ne sont pas désactivées, c'est des images simples à voir, non? Vous avez l'impression que ce n'est pas une coïncidence que... Il n'y a pas de coïncidence, c'est quelque chose de monté. C'est entre eux là, à l'interne. Je vous assure, ces gens se marchent sur le pied, ils se regardent en chaîne de faïence. Chacun est prêt à bondir sur l'autre. Mais ils ont peur du vieux lion avec sa crinière. Ils se disent, bon, est-ce qu'il dort, est-ce qu'il ne dort même pas? Ils ont peur. Mais le moment viendra, vous allez apprendre. Parce qu'on ne peut pas aller cambrioler le bureau, c'est-à-dire le cœur, c'est-à-dire la personne qui gère le quotidien du président. C'est qu'il y a des documents sûrs. Pas question d'argent. Parce que celui qui connaît la présidence, à l'entour comme à sortie, mon ami, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc, tout ce que nous prions, c'est pour ça que je toujours dit, je demande aux Camerounais, chacun dans sa cellule familiale, en famille, individuellement, ce qui doit avoir nous sauver, c'est de prier. Confions ce pays à Dieu. Mais les hommes qui nous gouvernent aujourd'hui, ils attendent un moment pour sauter entre eux. Et ça doit nous éclabousser, nous, les pauvres.
qui n'avons rien cherché, rien demandé. Tout à l'heure, nous avons un sujet que nous allons débattre, la pauvreté. Eux, ils savent pourquoi ils bataillent. Parce que ce n'est pas un problème simple. Dans un pays sérieux, je vous assure, tout de suite, nous voyons dans presque tous les grands pays. Quand il y a un problème comme ça, grave, qui touche le cœur de la nation, bientôt vous allez apprendre, peut-être c'est la première dame qui peut sortir là en criant qu'on a pris toute sa valise de bijoux et tout ça ou quelque chose. Mais oui, s'ils sont déjà arrivés au bureau du DCC, le bloc administratif, ils vont arriver aussi à la résidence d'ici peu. Donc, il faut faire vraiment très attention. Nous décrions, des problèmes viennent, ça passe, comme s'il n'y a rien. Il n'y a personne, n'est-ce pas, pour taper sur les gens. On ne punit pas, on n'entend pas des arrestations, il n'y a rien. Circuler, c'est mon pays, vous m'avez fait cadeau, ma famille et moi, donc vous n'avez pas à vous inquiéter. Le peuple fait quoi? Rien. Donc moi j'ai peur, Rosalie, ce n'est pas que les Camerounais ne pensent pas que c'est un vol simple. Non. Bon, il paraîtrait que le colis n'a pas été trouvé aussi. Voilà, Le voilà. colis, C'est possible. qu'on partait chercher, apparemment, n'a pas été Voilà. trouvé. On le dit peut-être aux souris, mais c'est un cas très grave, Rosalie. Véritablement, qu'on en soit arrivé là. Le Cameroun n'a pas n'importe quoi, hein, comme palais. Oui. Le Cameroun n'a pas n'importe quoi. Nous vivons dans c'est un pays d'Afrique. Vous voyez, c'est un petit bâtisse comme ça, là, vous voyez un peu. Mais le Cameroun, pour aller pénétrer à l'intérieur, aller chercher le bureau de se casser, pénétrer à l'intérieur, que personne ne vous a vu. Mais non. Moi, la place du président Paul Biya, ce que je veux suivre là. Vous partagez ce regard d'un cambriolage en interne au palais, que la personne ne peut pas venir de l'extérieur pour aller casser cette vitre, désactiver ces caméras qui ne fonctionnaient pas. Comment on fait pour qu'il n'y ait pas des caméras qui fonctionnent Vraiment? Dans un tel lieu? C'est une salle sécurisée des caméras. Rosalie, je suis un Bantou. Et chez nous, les Bantous, on dit que quand quelque chose va arriver dans un village, on ressent d'abord par les effets. Oui. C'est pas autre chose que la fin du règne. C'est les effets de fin de règne. Parce que, eu égard à tout ce qu'il y a comme dispositif de sécurité au niveau de la présidence, on parvient à accéder au bureau du DCC. Ça veut dire que c'est des gens qui maîtrisent bien les lieux. Parce qu'ils ont pris, si on s'en tient au communiqué, ils ont pris la peine de déconnecter les caméras de surveillance. Ça veut dire que les gars connaissent bien les lieux. Ils ont fait le forfait. Alors là maintenant, nous nous interrogeons. À qui profite le crime? Et pour répondre à cette question, il faut qu'on nous définisse quel est le butin. Parce que ce n'est qu'en fonction du butin. On parle de documents. Documents. Et ça profite à qui? Au cercle de pouvoir. Ça, c'est mon analyse. Puisque là, maintenant, on se marche dessus. Comme Aladji l'a bien dit, on se marche dessus. Il y a deux camps qui se regardent en chaîne de faïence. On s'épie, on se fait des coups bas. C'est aussi simple que ça. Donc là, maintenant, nous nous interrogeons aussi sur les légèretés et les défaillances qui est au niveau du DCC. Il y a beaucoup de légèreté. Je vais prendre un cas. Le 8 mars, au boulevard du 20 mai, mais la première dame était arrivée dans un véhicule immatriculé PRC. Parce que maintenant, personne ne fait son travail comme il le faut. Ah oui, ah oui. Ben, PRC, c'est président de la République du Cameroun. Président de la République du Cameroun. Il n'y a que le président. Ce n'est que le président de la République, je suis désolé. Seul. PRC, c'est pour le président de la République. Ouais. Est-ce que c'est la première fois que cette erreur... En fait, je veux juste Merci, dire que c'est pas la première fois. À un moment donné, je crois que beaucoup de personnes ont fini par croire que c'était normal. Donc, Mais puisque ce jour, c'est pas étant encore sur les lieux, les réseaux sociaux, il y avait déjà tellement de remous sur les réseaux sociaux qu'en rentrant, ils ont pris la peine de cacher la plaque. Ouais. En rentrant, la plaque était cachée. Parce que c'était rendu compte que c'était très grave. Donc, ce qui arrive aujourd'hui... Peut-être aujourd'hui, c'est que vous êtes un peu plus regardant qu'hier et vous remarquez ces petits détails qui passaient inaperçus. Parce que c'est anormal, fut-elle l'épouse du chef de l'État, qu'elle utilise
l'insigne PRC sur son véhicule. Non, c'est anormal. C'est pour le président de la République. C'est lui que nous avions voté. Même que moi, je ne l'avais pas voté. Vous ne pouvez pas vous couper sur une mais c'est pas son époux. On a vu, n'est-ce pas, lors de la CAN, quand elle a forcé la sortie pour aussi l'espace. Ça, c'est des Camerounais. Vous n'êtes pas d'accord avec lui sur ce coup? En fait, il y a des bribes, n'est-ce pas, des choses qui sont dites, qui ont leur pesant d'or. Ouais. Mais je veux dire que le mal, il est profond. Ce serait trop facile de dire que c'est une histoire de fin de règne. Ce serait trop facile de dire que c'est pas les gars de Voada. Ce serait trop facile de dire que c'est un problème de sécurité, d'insécurité haute. Posons-nous la question de savoir, en 42 ans, n'est-ce pas, quels sont les tares que nous reprochons à notre République? Nous constatons que dans cette République, il y a ce que nous avons coutume de dire au quartier, l'impunité. Et ceci façonne une société qui se dit que c'est sur les choses anormales que c'est sur les choses anormales que le pays est bâti. D'accord. Donc pour vous, cette impunité peut donner le courage à n'importe quel Camerounais d'aller franchir la muraille du palais. Encore que justement, je voulais bien que ce soit établi que c'est un problème d'environnement. Un voleur, quand il vole dans un environnement qu'il connaît. Donc, pour dire quoi? Ici, bon, c'était peut-être une parenthèse, hein, parce que la parole... Oui, parce que justement, il n'avait pas chuté. D'accord. Bien sûr qu'en chutant, je ne vais pas tomber. Je vais me rassurer que vous ne touchiez pas le sol. Merci, Rosalie. En fait, quand il y a un vol, ça c'est pour répondre au SG, quand il y a un vol dans une maison, la première question qu'on se pose, où était le papa? Où était papa? Et après, qu'est-ce que papa a dit? Ben, avec tous ces scandales à répétition, où est le père? Il y a eu, quand je parlais tout à l'heure de légèreté et des délaissements du DCC, je vais même engendrer avec la SGPR. Mais nous avons vu dernièrement, dans le conflit MINSEF et CAFOUT, c'est n'importe qui sort des hautes instructions. C'est pour dire que il y a fin de règne et on ne sait même pas où est passé celui qui détient le sifflet pour siffler la fin du match. Donc, comme l'a bien dit Alagi tout à l'heure, ce ne sont pas les gars d'un Vogada ou d'un Colmesen qui sont allés casser le bureau du DCC. C'est des gars qui sont dans le système, qui connaissent bien les lieux, qui ont pris la peine de décoder les appareils pour faire le forfait. Mais maintenant, c'est quand nous saurons avec certitude quels sont les documents qui ont été emportés, le contenu des documents, que l'enquête peut facilement nous dire, bon voilà, c'est tel parce que c'est en fonction des documents emportés qu'on peut orienter l'enquête et savoir qui a fait ça par rapport à l'intérêt sur le crime. D'accord. El Hadj, pour l'instant, nous, le commun des mortels, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On prie. Oh. On prie. C'est ce qu'il a dit. Oui, ne négligez pas le côté de la prière. Nous sommes des humains, nous sommes tous des croyants. En premier, le président Paul Biya, c'est un grand croyant. Vous savez dans quel moule il est sorti. Nous croyons tous à quelque chose, surtout à Dieu. Donc si nous ne confions pas notre pays à Dieu, je ne sais pas à qui on doit le confier. Parce que nous, les humains, nous pensons toujours que notre force, quand on est en santé, ou quand on a une position de pouvoir, de la richesse, on croit que nous sommes des immortels. Non. Non, il y a quelqu'un qui nous guide. Donc, par rapport à ce sujet, n'est-ce pas, je vous dis, il y a lieu de s'inquiéter. Soyons honnêtes, il y a lieu de s'inquiéter. Parce que c'est que nous écoutons dans nos quartiers, les agressions, les destructions de maisons de gens, des biens de personnes. Aujourd'hui, n'est-ce pas, ça se délocalise. Ça se retrouve, n'est-ce pas, au bureau, au cœur. Je dis peut-être que beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre. Le DCC, c'est lui qui gère le quotidien. C'est lui qui voit le président chaque seconde, chaque minute, chaque jour. Quand le président, il a partout là où le président se déplace, il avait le président. C'est à lui que le président donne beaucoup plus d'instructions. C'est lui qui gère, c'est à lui que le président dit fais ceci, fais cela, développe ceci. Vous voyez un peu? Et c'est la même chose avec la famille présidentielle, c'est lui qui gère. Donc on arrive à entrer dans le bureau d'un monsieur comme ça. Pas quand même pour l'argent simple.
Et même si c'est pour l'argent, mettons les documents d'écouter Capot. Même si ce n'est pas pour l'argent, les documents lesquels les gens vont chercher, c'est pour quoi faire. Et si c'est pour l'argent, il n'y a que là pour aller voler. Et si tout ce que nous connaissons de cette présidence-là, nous avons eu la chance, nous, n'est-ce pas, non? Pas avec, comment on appelle, quand on travaillait encore, parce que moi je servis dans un service de courrier central, au ministère de l'économie et des finances, nous y allions, n'est-ce pas, déposer le courrier. Quand vous voyez la sécurité qu'il y a, pour arriver à l'intérieur, mon cher ami, ce n'est pas du tout facile. Et comme nous disent aujourd'hui, qu'il y a eu cambriolage avec effraction. Mais il y a des lieux, n'est-ce pas, nous inquiéter pour le président de la République lui-même et sa famille. Parce que ça doit partir de ce bloc administratif. Peut-être les gens ne le savent pas. Le président n'habite pas là où il y a le bloc administratif. Il a son domicile un peu plus loin. Lui-même vient au travail, n'est-ce pas, non, par voiture. Donc, que les gens qui gèrent la sécurité de ce milieu-là, quand personne n'a vu quelqu'un arrêter, n'est-ce pas, l'individu, qu'on arrive à désactiver parce que le service de la sécurité, comment on appelle, là où il y a la salle de caméra, il y a beaucoup de monde qui travaille avec différentes caméras qui couvrent tout l'ensemble de la présidence de la République, qui n'ont rien vu. Mais non, il y a lieu de s'inquiéter, mon cher frère. Il y a lieu de s'inquiéter et de nous poser la question. Sommes-nous encore en sécurité, nous, le pauvre? C'est le problème. Si notre chef d'État, là où il vit, son cadre de vie, n'est pas sécurisé, qu'est-ce qu'on entend? Et que jusqu'à aujourd'hui, on n'entend aucun bruit, qu'on a interpellé personne, qu'on a suspendu personne pour besoin d'enquête. Il y a un souci. Mais est-ce que nous sommes dans un pays sans quoi, Capot? On va faire parler quelques téléspectateurs. Bonsoir le plateau. Pourquoi respecter les institutions quand ceux qui les incarnent ne sont pas à la hauteur? Le pays est sens dessus, dessous. C'est Bethel Moïse Mbanga depuis Boumier-Belle. Je crois que c'est une plaisanterie. Cambrioler le cabinet civil revient à dire que le président n'est plus en sécurité ou alors la présidence a été déplacée. Non, Bethel, la présidence est au même endroit. Bonsoir très cher Iné. Pour le cambriolage, je dirais simplement que le cambrioleur, bien qu'il soit à l'interne, est très fort. Non, tu es audacieux, papa mon ami. Achille Aimé depuis Yassa Yatika, qui est plutôt admiratif du bandit. Hein. Bonsoir madame et à votre panel. Qu'est-ce que vous en savez que ce soit disant vol au palais? Nous, on sait ce qui a été rendu public. Qu'on allait prendre quelques documents. Bon, maintenant, si vous avez plus d'informations, merci de partager avec nous. On est comme tous les Camerounais, on veut comprendre pourquoi on parle de cambrioler au palais. Hein. C'est notre palais à nous tous, du coup, nous, on s'inquiète. Oui, c'est notre palais. Waouh, Rosalie. On dirait de retour de la Mecque dans ce bleu reluisant. Ibrahim, le réformiste dans ses critiques acerbes et constructives, a énervé les créatures du rassemblement de danseurs et percussionnistes. Ce cerveau sel poivre carbone, l'invité de l'Union des démocrates fustigeant les mélancolies professionnelles du côté des transports. Lui, c'est Bouba Aboubakar. Et bien sûr, le SG dans un patronyme fantasmagorique, y compris son partillon que je suis pour la première fois. Le grand Ongen aurait-il pris la poudre d'escampette? Je te laisse deviner, Thomas Massoka. Rosalie, ce cambriolage nous présente les germes de l'autodestruction parmi les créatures autour du Nongui dans un scénario de la nuit de longs couteaux pour mieux pousser hors du palais le sage du continent au vu de son âge avancé, à l'image d'une horde de lions fatigués de voir pendant un temps indéterminé le grand lion les privant eux aussi d'une émergence au trône parce que fatigués de ce pilotage automatique dans les hautes instructions. Ibrahim, laisse mon Vogada descendre un fundimac tranquille. Tu oublies ton quartier de résidence au Sombok. C'est Massok Thomas. Bonsoir le panel. Madame Larose, dites aux gens qui volent l'argent du contribuable camerounais chaque jour en faisant semblant tout dernièrement chez le président de l'Assemblée nationale, 80 millions volés, Sénat 3 milliards et aujourd'hui 7 milliards au cabinet civil, qui ne prennent pas les Camerounais pour des imbéciles
bonne émission en tout cas. À vous, merci beaucoup de votre connexion. On va du côté de la Guinée équatoriale ce soir. Bonsoir Rosalie, à ton riche panel. Parlons du sujet. Vraiment, si le président lui-même est déjà cambriolé, ça revient aux Camerounais de comprendre qu'il n'y a plus de doute que tout le pays est dans l'insécurité. Il faut tout refaire. C'est Libaski qui nous écrit depuis la Guinée. Bonsoir Rosalie. Ce qui se passe à la présidence, c'est normal. Tu ne peux pas être grand-père et manquer parmi tes enfants ceux qui jouent, car ils savent que le père se couche tôt et se réveille tard. Et l'enfant aimé lui dira que c'est l'autre. Ces gens qui nous écrit. Donc ils vont se lancer l'anathème, les ont suivis sous outrance, si je comprends bien ce que vous voulez dire. On reste du côté de la Guinée équatoriale. Bonsoir Rosalie, c'est signe que le coup d'État est en train de se préparer à l'intérieur du palais. Les différents clans se font déjà des sabotages en interne. Le grand-père Biya est physiquement et mentalement fatigué et il marche à peine, il comprend à peine. Malgré tout, son entourage n'accepte pas qu'il rentre au village se reposer. Il continue toujours à le maintenir au sommet de l'État pour mieux piller le pays. Le Kenya, le Burkina Faso, le Sénégal, le Gabon finiront par inspirer. Achille, depuis la Guinée équatoriale, qui nous écrit ce soir. On prend un tout dernier. Bonsoir madame et à votre panel. De toute façon, nous on regarde et on attend 2025. D'accord. Vous regardez, vous attendez 2025. Nous, de ce côté, c'est vrai, on va faire un clin d'œil à... Mais ces messages sont tellement crus que j'aurais du mal à les rendre solennels. On verra, parce qu'il y a quand même des mots. D'après lui, Wondo Ayolo détenait les sextapes de certaines personnes. Et ça se combattait et prendre dans son bureau pour se protéger. Les Camerounais, ils ont parfois des informations extraordinaires. C'est Ndoubi Elamé qui nous envoie quand même des spéculations. Il dit que puisqu'on est, nous en sommes aux spéculations, il semblerait que Wondo Ayolo détenait les sextapes. Je préfère ne pas lire la suite, hein, parce que c'est compliqué quand même. Et voilà, et ils précisent qu'ils n'ont rien trouvé, ils n'ont pas pris le colis. Donc le colis est encore en sécurité. Nous, on va s'intéresser à autre chose, justement, à nos forêts et à un autre faune. Hein, je le disais à l'entame de cette émission, c'est vous qui côtoyez les forêts et les faunes constamment, Boubacar, parce que vous êtes dans une zone, vous bossez continuellement, dans une zone qui fait face à beaucoup d'exploitation, sauf si je ne me trompe. Le ministre des Forêts et de la Faune, Jules Dorendongo, était donc récemment face aux hommes de médias. Il a parlé d'une réforme prioritaire du secteur. Le document a été déposé du côté de l'Assemblée nationale. Il voudrait que ce secteur puisse renforcer un tout petit peu sa contribution au PIB du Cameroun, parce que pour l'instant, c'est là où j'ai été un peu étonné, il n'apporte que 4% des revenus du PIB camerounais, avec tous nos bois, tous nos billes de bois qu'on voit circuler dans tout le Cameroun, seulement 4%. En tout cas, il parle de l'interdiction graduelle de l'exportation du bois en grume dans la CEMAC et l'efficacité du CIGI. Il était au centre donc de cette discussion-là. Revenons à cette interdiction graduelle de l'exportation. Vous pourrez prendre ces réformes par le bout qui vous sied, mais je commence par là parce que à 3 reprises, en 2 ans, radicalement, on a annoncé cette interdiction d'exporter les grumes non transformés du Cameroun pour l'extérieur. On a pris la décision, après on a annulé, on a repris la décision, après on a réannulé, et puis on en a encore reparlé, et puis on a stopper la machine. Alors nous, on a envie de se demander, cette fois sera la bonne? On va finalement comprendre qu'on doit développer l'industrie autour du bois au Cameroun pour donner une chance aux Camerounais d'avoir du boulot, que de voir nos billes de bois passer tous les jours sur des remorques. Concernant ce sujet, je dirais d'entrée que toutes ces réformes sont cousues de fil blanc. Ça, c'est mon point de vue. Parce que c'est pas comme tu l'as bien soulevé, Rosalie. On va de réforme en réforme et nous nous interrogeons à quoi servent toutes ces réformes.
je répondrai en un mot, c'est pour contenter les bailleurs de fonds. Pourquoi? Parce que nous sommes partis d'un constat. Il y a l'exemple des grumes. Ce n'est pas la première fois qu'on nous dit qu'on ne doit plus exporter les grumes. Mais tous les jours, faites un tour au parc à bois à Douala. Mais ça sort tous les jours. Les essences protégées, on les coupe tous les jours. Pourtant, il y a des réformes qui interdisent cela, tout ça. Donc, toutes ces réformes, pour nous, c'est parce que on veut contenter les bailleurs de fonds parce qu'on veut d'autres prêts. C'est pas autre chose. On veut des prêts, c'est pourquoi on décide de refaire une sortie médiatique. Ça, c'est son premier jet sur la question. Erhad Mariga Ibrahim, pourtant ces réformes, il faut le reconnaître, sont vraiment attendues pour qu'on puisse jouir véritablement de nos forêts et de notre faune au Cameroun. On en a besoin. Ça peut vraiment contribuer à améliorer le PIB camerounais. Mais l'inquiétude quand même règne sur la faisabilité ou l'implémentation de toutes ces bonnes idées qui arrivent encore pour cette autre occasion. Est-ce qu'on va les implémenter ou est-ce qu'on va en rester encore aux paroles? C'est là. Alors, Rosalie, ce pays me surprend, me continue toujours à me surprendre. Pourquoi vous si nous étions dans un quartier, j'allais vous dire à quelle heure. À quelle heure le ministre s'est réveillé dans le long sommeil? Justement, pas pour se faire voir, pour faire, n'est-ce pas, comprendre son patron, c'est lui qui l'a nommé, qui le travaille. Le problème de la forêt n'est pas un problème d'aujourd'hui. Nous avons décrié cette façon de faire, Rosalie, le bill de bois qui traverse, la destruction de nos forêts. Parce que quand on parlait de la forêt, c'est quoi? On oublie la faune. Parce que la forêt a au moins 4 choses qu'il faut protéger. La forêt, il y a d'abord, c'est un cas économique, comme vous le dites, qui peut contribuer à l'économie du pays. Il y a la protection de la nature, parce que ça contribue à l'épuration de l'air, notre forêt. Il y a le problème des essences, de la santé. Il y a l'écotourisme. Donc il y a au moins 4 ministères comme ça qui peuvent s'associer et protéger cette forêt-là. Avec la participation, n'est-ce pas, de partenaires internationaux comme WWF, qui font beaucoup de choses pour protéger nos forêts. Mais qu'est-ce que nous faisons, nous, en interne? Si la pauvre population même qui habite, n'est-ce pas, cette zone-là, les pygmées ou autres, ne profite pas. Nous avons vu quand même le Gabon avec l'arrivée d'Ali Bongo, même s'il est décrié aujourd'hui, ce monsieur avait interdit l'importation de villes de bois. Vous avez vu ce qu'il a mis là comme on appelle un atelier de tout là de menuiserie. De la scierie, je vous l'ai dit. Où on transforme le bois, vous commandez juste le bois, les dimensions, la qualité, l'espèce que vous voulez, on transforme. Ça a donné, n'est-ce pas, beaucoup d'emplois à la population. Mais ici, chez nous, qu'est-ce qu'on attend depuis? Pourquoi aujourd'hui le ministre se réveille comme ça, brusquement dans son sommeil, il dit, bon, maintenant, je proposais, n'est-ce pas, une réforme et tout ça, c'est au niveau de l'Assemblée et tout, oubliant que ce sont même députés, sénateurs, qui sont les partenaires de ce genre-là. C'est eux, je vous assure, c'est eux qui ont des licences, qui vendent, n'est-ce pas, aux Libanais et aux autres. Vous croyez que cette réforme-là peut servir, peut passer si facilement que ça? Non. C'est notre pays, nous connaissons ce qui se passe. Ou peut-être aujourd'hui, ils ont imaginé qu'ils ont trop pris. Donc le peu qui restait là, n'est-ce pas, faudrait peut-être protéger. Mais sinon, je me dis en ce moment-là, je me pose la question, à quelle heure il s'est réveillé pour nous dire ça? Non. Il faut être sérieux dans ce pays. Vraiment, nous avons eu le temps de faire des choses bien. C'est pas parce que vous voyez, ça dit le vent tourner, comme les Français aujourd'hui, n'est-ce pas, avec leur président, ils sont dans un truc tourbillon où ils ne comprennent plus rien. Ils se réveillent pour nous dire qu'ils veulent faire quelque chose. Non, moi je ne crois pas à tout ça, Rosalie. Ils vont bloquer ou ils vont, n'est-ce pas, dessoucer, n'est-ce pas, peut-être son texte. Vous allez voir. Ils vont tout faire, n'est-ce pas, pour que ce qui est initialement prévu, que ça ne passe pas. Parce que ces mêmes personnes, braconneurs, ces mêmes personnes, n'est-ce pas, qui font dans le bois, sont là autour de députés, sénateurs, ministres et tout ça, c'est eux qui exploitent. Ou leur fils. Vous connaissez un célèbre quand même, que je ne voudrais pas citer ici, qui a pillé tout le sud.
Aujourd'hui, les sudistes eux-mêmes, eux disent qu'ils attendent seulement le moment venu, ils vont sauter sur lui pour lui demander de rendre compte. Donc, ne venez pas nous dire ici là qu'il y a un problème de la forêt, monsieur le ministre. Moi, je ne crois pas ça. Gilles Dorin Ndongo, un réveil, comme il dit, comme on le pense, ou bien une gesticulation? Rosalie, moi je dirais plutôt que c'est, on appelle ça souvent, c'est la publicité. Ah, les effets d'annonce? Oui. Ah, d'accord. Je dis bien que c'est de la Publicité. Elle découle de quoi d'ailleurs? Il y a une pression internationale qui voudrait bien que quand on parle de forêt, qu'on pense d'abord aux communautés qui y vivent. Ah oui? Oui, qu'on pense aux communautés qui y vivent parce qu'en fait, elles devaient être les premiers bénéficiaires. Et les logiques de développement durable aujourd'hui voudraient bien que l'on aide à respecter au moins le principe de responsabilité, le principe de précaution, n'est-ce pas? Qui doit pouvoir... Et puis il y a les logiques même de subsidiarité. Qui est proche de quoi pour gérer quoi et qui doit en bénéficier et comment. Et puis au-delà même de cela, on interroge la politique de développement de ce pays. C'est une logique ici qui concerne ce que nous appelons ici le développement du pays. Et ce développement du pays doit pouvoir se faire à travers un certain nombre de politiques à implémenter. Quelle est la direction que nous donnons et quel est le sens que nous voulons donner à notre économie? Comment est-ce qu'on voudrait qu'on se développe? On commence par interroger nos ressources naturelles. Et la forêt aujourd'hui, avec tout ce que cela comporte, est un levier de développement pour notre pays. C'est un levier de développement. Donc aujourd'hui, si quelqu'un est ministre et qu'il ne sache pas qu'il a en la main, n'est-ce pas, des possibilités, n'est-ce pas, de pouvoir, à travers les prises de position, à travers même les politiques qu'ils vont implémenter, de développer ce pays, il y a un souci. Et le tout premier souci... Et vous avez l'impression que le ministre Gilles Dorin Ndongo ne le sait pas? J'arrive. Je crois qu'il est suffisamment imprégné, il est bien conseillé. D'ailleurs, la preuve, ce test est sur la table, je crois. Mais il y a quelque chose qui a été dit ici. Interrogeons ce qui existait. La loi 94, je crois, barre 01, du 20 janvier 1994, avait déjà des scènes, n'est-ce pas, de gestion de cette forêt. Pourquoi on ne l'applique pas? On devait prendre les populations autour comme étant les premières personnes qui doivent être intéressées et qui doivent même limiter, n'est-ce pas, la sortie de ces essences-là. Il n'y a pas que le bois. Et puis, intervenons sur la duplicité et l'implication de la mauvaise gestion de ce bois-là. Aujourd'hui, on dit, plus vous détruisez, plus sera les effets sur le climat. Plus vous détruisez, plus sera les effets sur la biodiversité. Donc, je dis, ici, cette loi est la bienvenue, ou alors cette réforme. Parce que quand on dit réforme, on parle de changement. Et si on veut changer, justement de la loi existante. Voilà. Et si on veut changer, c'est parce que tout le monde est conscient qu'il y a un souci. Mais que ce ne soit pas simplement l'effet d'une publicité publicitaire. Pour nous contenter, alors que nous savons tous bien où se trouve. Tu parles de bénéfices que doit avoir pour les communautés environnantes à cette zone qui sont très souvent victimes de cette découpe-là. Mais dans un environnement comme le nôtre où l'industrialisation est véritablement embryonnaire, vous avez l'impression que ce processus peut aboutir? On peut réussir à couvrir cette partie du cahier des charges, c'est possible? Ou c'est pas aussi un rêve merveilleux, parce qu'il faut qu'on se le dise. Dans les conditions qui sont les nôtres aujourd'hui, comment on fait ça? C'est possible. Il parlait de scieries tout à l'heure. C'est possible. La question est bienvenue. Et on interroge maintenant le politique d'abord, qui devrait pouvoir donner les conditions à cette population-là de pouvoir exploiter de manière efficiente et efficace, n'est-ce pas, leur environnement, les ressources naturelles qu'ils ont, en tenant compte que nous ne vivons pas aujourd'hui pour nous, pensons aux générations futures. Et je crois que c'est cette pression actuelle, n'est-ce pas, qui voudrait bien que les gens pensent qu'il faille vite faire des concessions ou alors vite démontrer que nous sommes sur la ligne de tout ce qui a comme panel de réforme même internationale. Parce qu'en fait, ici, il ne faut pas des conventions que nous avons signées. Le Cameroun a signé plein de conventions avec, n'est-ce pas, les autres nations, n'est-ce pas, qui voudraient bien que l'on se développe en tenant compte de générations futures. Aujourd'hui, on peut utiliser la forêt
comme un levier de l'économie du Cameroun. Et on parle ici de production responsable et de consommation responsable pour éviter quoi? Le gaspillage. Quand on dit ici qu'on ne va pas, on devrait limiter les exportations, c'est justement parce qu'en fait, quand on fait des découpes à la porte-pièce, on dégrade l'environnement, mais on fait beaucoup de gaspillage. Or, si c'est de manière raisonnée que nous faisons des découpes, n'est-ce pas? Même si il fallait les exporter directement, si on le fait en tenant compte du fait que les populations doivent en bénéficier, le pays doit en bénéficier. Ok, donc si les populations mangent, le pays mange, on peut même couper toutes les forêts, il n'y aura pas de souci. Non, on dit bien non. J'ai cru que on dit bien production responsable, consommation responsable. Il ne faut pas couper pour le plaisir de couper. Oui, je voudrais, si j'ai bien compris le SG, et là je partage ce point de vue, pour la gestion de notre forêt, il faut une gestion participative. Il faut une gestion. Oui, on a vu une mère bloquer des camions dernièrement, justement, parce qu'elle trouvait qu'on en coupait, ça sortait. Elle, en tant que mère, elle n'avait aucunement connaissance de ce qui se passait. L'eau vient de Yaoundé. Tout vient de Yaoundé. Donc, quand nous parlons de gestion participative, c'est qu'il faudrait que les CTD soient impliqués. Pas seulement. Oui, mais si déjà les CTD sont impliqués, ça veut dire que la population y est, puisque la population se reconnaît par les CTD, par les collectivités territoriales décentralisées. Il dit que ça dépend. C'est son point de vue. Mais moi, je dis, nous pensons qu'il faut une gestion participative. Tout le monde doit être impliqué dans la gestion. Tout le monde sait qui. Ok. Les collectivités territoriales décentralisées, le ministère, les populations, tout le monde, on organise ça comment? Commençons même par la communauté. Commençons par les CTD. Les CTD, ensuite, c'est même pas aller au-dessus, mais commençons par la communauté. Attends, tu parles de population même. Oui, communauté locale. Ce qu'il dit est à son pesanteur. On parle ici de développement participatif. Oui. Je suis totalement d'accord, je partage ça sur Mais tu trouves qu'on oublie la population qui est pour une raison simple. On va m'excuser. Sur la logique des CTD, n'est-ce pas, on revoit encore des élus. Ouais. Et ces élus, très souvent, ont encore d'autres tares qui continuent par perpétrer ce qu'on décrit déjà par le des élus qui parfois ne sont pas élus. Non, je comprends ce qu'il veut dire. Si je comprends, il y a eu un cas, à l'Est, c'était dans une commune, il y a un maire de l'Est qui a eu des démêlés, justement, c'est la commune qui m'échappe. Je pense qu'il serait même déjà passé par le tribunal criminel spécial, qui, justement, dans la gestion des forêts, a eu des problèmes. C'est la commune qui m'échappe là. Mais par contre, dans le Noun, dans la forêt communautaire, qui a été détruite par un administrateur, j'ai même déjà eu à le décrier ici. Il y a eu un préfet dans le Noun qui s'est permis de détruire, mais il a fallu que madame le maire pèse de tout son poids. Mais jusque-là, cet administrateur qui a été soutenu par une autorité traditionnelle, mais il a foutu en l'air toute la forêt communautaire du Noun. Donc pour dire que il faudrait que les CTD vraiment soient impliqués dans la gestion, mais pour ces réformes que monsieur le ministre est en train de proposer, il faudrait vraiment pas que ce ne soit pas pour faire plaisir aux bailleurs. Bon, le ministre dit qu'il y aura une formation de 2000 artisans au séchage du bois. Pourquoi tu fais moi, je veux que tu applaudisses qu'on va former 2000 Camerounais au séchage du bois. Je préfère me taire. On sèche le bois comment? Je préfère me taire. Comment on sèche le bois. Vous allez apprendre. Ils vont apprendre comment on sèche le bois. Je ne sais pas s'ils vont mettre sur le soleil, puisque où on va acheter les appareils. On veut acheter des appareils. C'est de l'industrie à ce temps-là. Et du coup, moi, il y a une question qui me vient à l'esprit. Pour qu'ils apprennent à sécher, s'il faut des appareils, il faut l'électricité. L'énergie. Il faut l'énergie. On fait ça comment, El Hadj? Je vois tout le monde en train de réfléchir et de visualiser. Parce que c'est... La formation de 2000 Camerounais, séchage du bois. Et tout le monde réfléchit. On va sécher ça comment? Je vois tout le monde devant la table. On va sécher ça comment? Vous savez, le soleil, il y a déjà nous sommes en saison de pluie. Et c'est un projet. Ça veut dire que... Je vais esquisser un peu de... Je vais un peu essayer de trouver comment c'est faisable. Oui, je vais esquisser. D'accord. Vous savez, dans tout ce que l'on fait, il y a une filière
Et dans la filière, il y a les chaînes de valeur. Oui. Et quand on parle de séchage, c'est une chaîne de valeur de cette filière bois-là. C'est-à-dire quand on parle quand on veut arriver à la transformation du bois sur place, il faut bien pouvoir sécher le bois quand ça a été coupé, quand ça a été découpé. Parce que jusqu'ici, nous, on sèche de façon naturelle. Justement, et quand on veut déjà entrer dans l'industrie, il faut penser le faire de manière industrielle aussi. C'est-à-dire qu'après une découpe, avant de transporter le bois et puis même, il y a un problème de poids. Si on découpe un bois sur un site précis et qu'on peut le sécher sur place, en termes même de poids et de transport, on gagne. Hein? Et ça crée de l'emploi même. Ça crée de l'emploi. C'est une bonne idée. Là, je peux comprendre. J'ai eu la chance un jour comme ça de m'arrêter sur une émission là, ce qu'on appelle le National Geographic. J'ai vu comment on traite le bois, mais c'est après l'avoir découpé, n'est-ce pas, à dimension, ils trempent ça dans des produits, des grandes vases, et on trempe le bois là. Quand on ressort, l'usine récupère encore, vous voyez un peu. Donc moi, je crois que c'est ce type de traitement-là. Oui. C'est ce type de traitement-là. Ça veut dire qu'il faudrait développer l'industrie du bois. L'industrie du bois. Je vous ai dit comme ce que le Gabon a fait. Ils ont interdit le transport de billes de bois. C'est-à-dire la commande vient avec l'espèce, les dimensions. Vous voyez un peu. Et ils fabriquent même des meubles. Vous voyez un peu. Ça peut créer de l'industrie au niveau des villages. Même ces villageois peuvent travailler déjà là. C'est leur propriété. Vous voyez un peu. Que d'abandonner, je vous assure, les gens découpent. Ça, c'est depuis des années. Ils ont déjà, sinon vraiment détruit la plupart de nos forêts. Bon, en ce moment aussi, je vous dis, ceux qui nous aident, c'est les Européens. Parce que vous savez, maintenant, ils disent l'agriculture du café cacao, dans des zones où on a déboisé, vous voyez un peu. Donc, on doit renvoyer ça en Afrique. Donc, vous voyez, peut-être toutes ces précautions, peut-être que c'est de ça que le ministre veut parler. C'est une bonne chose. Mais il faudrait appliquer, qu'on le laisse alors appliquer, parce que c'est facile, ça peut passer devant, n'est-ce pas, les deux chambres. Oui, le président doit, ça va, mais l'application sur le terrain, c'est ça le problème. Comme le reste de nos textes dans ce pays, oui, on apprécie, c'est fait, mais plus jamais on ne vous parle de ça. Voilà. Les mêmes tares continuent, n'est-ce pas, non, à s'appliquer sur le terrain. Vous voulez rajouter quelque chose Oui, je voudrais réagir tout à l'heure quand la question m'a été posée. J'ai réagi par un vous avez dit qu'on préférait vous taire. Maintenant, vous ouvrez la bouche, vous parlez. Parce que vous aviez insisté. En fait, Rosalie, si c'est pour les tests, un très beau test. Nos dirigeants ont toujours eu des très beaux tests. Mais il se pose toujours un problème d'application. C'est ça. S'ils peuvent enfin, si Aladji peut me permettre que je prenne, s'il peut me prêter son mot, si monsieur le ministre s'est réveillé de sa léthargie, pour penser enfin à cela, ce serait une très bonne chose, mais il faudrait d'abord qu'on l'applique. Et tout à l'heure, je parlais d'un maire, je me suis rappelé, c'est revenu, le maire qui a eu des démêlés pour le bois, c'était le maire de Yokadouma. Oui. Et le dernier point qui a également attiré l'attention, c'est l'écotourisme. Le ministre a trouvé que notre tourisme, nos réserves, nos parcs d'animaux ne fonctionnaient pas très bien et qu'il faut redonner un coup de peps un peu à ce secteur-là. Comment on en arrive même d'abord à voir ces parcs qui ne fonctionnent pas? Je regarde seulement celui de Yaoundé, comment on l'appelle encore? Vorbeti. Vorbeti. Ouais. Dernièrement, j'ai vu un singe mourant. Je ne sais même plus s'il y a encore un lion de ce côté-là. Hein. Pourtant, nous sommes quand même dans un pays où... Voilà un pan, n'est-ce pas, que vous soulevez. Je vous ai dit. C'est pas moi qui soulève, c'est le ministre Jules Doron Dongo qui... Dans la forêt, il y a l'écotourisme. Oui. Mais c'est vraiment ce ministère-là. Avec le ministre qui a à sa tête, M. Bello Bouba Maïgari, mon homonyme, Maïgari. Ah, le ministère du tourisme. Le ministère du tourisme et de loisirs. Qui est revenu de la Mecque il y a quelques jours. Je vous assure, quand je vois ce pays, je me demande pourquoi on fait autant de mal dans ce pays. Ce monsieur-là qui peut parler du comment on appelle du tourisme au Cameroun de Lobouba, il n'est pas à sa place. Ça, je le dis vraiment avec beaucoup de franchise. Le tourisme participe, quand vous voyez la Tunisie, l'Égypte, la plupart des pays maghrébins là. Vous voyez le Kenya.
Le tourisme participe au budget plus que, n'est-ce pas, certaines industries. Mais au Cameroun, nous avons tout, Rosalie. Mais c'est un ministre, il n'est pas à ça. Vous avez déjà vu le Bouba où? Dans quelle forêt? Où là, n'est-ce pas, dans des zones, aller lui-même découvrir. Il y a eu quel développement, n'est-ce pas, du tourisme? Je vous dis, tout ça englobe la forêt, le problème de la forêt. Parce que la forêt est dans la forêt. C'est pourquoi Doreen Dongolu veut maintenant faire aussi le tourisme. Mais il faut associer tous ces gens-là. Je vous ai parlé même de la santé. Ça s'improvise pas. Il y a des espèces, n'est-ce pas, médicales dans cette histoire. Pourquoi on fait autant mal? Un ministère du tourisme, allez, vous allez voir. Passez toute la journée là-bas, vous n'allez voir aucun blanc entrer parce qu'il a un projet pour faire quelque chose. Ça s'improvise. Entrez dans les bureaux, faites le tour des bureaux là-bas au ministère du tourisme. C'est-à-dire, vous ne vous retrouvez pas en dehors des vieux trucs qu'ils ont placés là, à l'entrée dans le hangar. Je vous assure, ce pays, nous ne comprenons pour rien. Donc le problème de la forêt, je dis qu'on peut associer tout ce ministère-là. Que chacun, selon, n'est-ce pas, son domaine, essaie de faire une protection. Exploiter cette économie que nous parlons, où nous souffrons, il y a plein de choses qui ne marchent pas. Je vous assure, ça peut booster l'économie du Cameroun. Oui. Donc, je vous assure, Rosalie, le mal est profond dans ce pays. C'est pour ça que nous demandons vivement s'il y aura une nouvelle génération qui peut venir bousculer l'ordre des choses. C'est vraiment pour mettre les gens à leur place, où chacun peut veiller, n'est-ce pas, montrer ce qu'il peut faire. Pas de nomination politique, parce que tel nous protège de tel côté, on te laisse ton pas, mange ce que tu veux, durant la durée que tu veux là, même si tu ne fournis rien. Là, je vous dis que le cas du ministère du Tourisme au Cameroun, tourisme forêt, c'est la même chose. C'est la même chose, parce que quand le blanc parle de chez lui, il voudra venir voir la faune au Cameroun. On est d'accord? Alors. D'accord. On est d'accord. Vous voulez également rajouter quelque chose? Oui, beaucoup de personnes parlent de l'écotourisme comme si c'était... L'écotourisme ici, ce n'est que l'écologie associée au tourisme, justement. Et ça obéit toujours encore avec tout ce que nous appelons aussi les objectifs de développement durable, qui voudrait dire que aujourd'hui, que les gens deviennent responsables de leurs actes et qu'ils sachent que on peut faire du tourisme avec la forêt et suffisamment. Bon, on en fait, on peut pas marcher dans les forêts si souvent. Parce qu'en fait quoi? Dans la forêt, vous avez quoi? Dans la forêt, vous avez la faune, ces animaux-là. Et dans la forêt, vous avez des arbres. Dans la forêt, vous avez des arbres fruitiers d'un côté. Et puis, vous avez aussi tout ce qui concerne les trucs ligneux, non, ils appellent ça quoi? Les arbres non ligneux, quelque chose de genre. On a même des chutes d'eau dans cette... On a tout cela mis en symbiose. Mis en symbiose, ça doit pouvoir porter. Et pour le faire, il faut que les gens soient, qu'on pense à la formation. On se lève pas un matin pour dire qu'on va faire l'écotourisme. Pour faire l'écotourisme, il faudrait que les gens soient formés. Et vous avez l'impression qu'au Cameroun, il n'y a pas de personnes qui se sont déjà spécialisées. Moi, je regarde dans nos universités, on a des jeunes qui ont décidé de faire des études en hôtellerie, tourisme et tout. Il y en a en quantité. Donc, ce n'est pas des gens capables de faire dans l'écotourisme qui manquent au Cameroun. Non, on n'a pas dit ça. Mais ils ne sont pas exploités. Voilà, on n'a pas dit ça. On n'a pas dit qu'il n'y a pas de la matière. Puisque tu parles des gens doivent être formés. Bien entendu, les gens doivent être formés et on doit leur donner le poste qu'il faille pour qu'ils puissent démontrer, n'est-ce pas, leur savoir-faire. Et ça, c'est un accompagnement. Ça ne s'improvise pas. Si les gens ne sont pas accompagnés par les tests, par la réglementation, s'ils ne sont pas accompagnés intellectuellement, ils ne vont rien produire. Et même, pour innover, il faut connaître d'où on part. Savoir qu'on part d'un point pour un autre et rendre le milieu attrayant. Le tourisme, c'est rendre votre milieu attrayant pour que les gens viennent donc, n'est-ce pas, admirer ce que vous avez, n'est-ce pas, d'unique. En tout cas, on sait qu'il faut des singes, des chiens, j'allais dire des lions en Fort-Petit pour nous donner envie encore d'y aller. Hein, parce que pour ceux qui n'ont pas moyen d'aller à Ouadza, parce qu'il n'y a pas de route qui arrive également au parc, je n'ai pas le 4x4 pour ceux qui, je me trompe, El Hadj, j'ai bien dit, voilà. Il n'y a pas
L'accès n'est pas aisé, pourtant c'est une zone touristique qu'on pouvait très bien exploiter. Nous, on se contentait de vos bêtises ici à Yaoundé. Maintenant, même les singes sont malades là-bas. Ils sont malades, il y a pratiquement tu vois les animaux, eux-mêmes, ils sont d'abord tristounés. Et les animaux qui mangent nos enfants. Là-bas, il y a eu un accident là-bas. Mais ils ont faim, comment ils ne vont pas manger les visiteurs? Ils ont faim, Il y a eu un accident là-bas. Si tu crois que si cet animal était rempli, là, il cherchait à croquer le visiteur. Ça interpelle aussi le côté sécurisation. Même les animaux ne sont pas en sécurité. Personne n'est en sécurité. Et il y a un message qui nous vient de l'Algérie, je pense que c'est en langue. Hein. Elhad, c'est toi qui vas comprendre. Bonsoir Rosalie. C'est Njomo depuis l'Algérie. Je voudrais dire aux panélistes en lunettes, Inya Wouni, Inya Gwadia, Ala Yassa Moussiska Daimani. Allah ya sa mu cika da imani. Ina wuri ina gajiya. Là c'est à Oussa. Qu'est-ce qu'il dit? En tout cas, c'est une salutation de la journée. Ina wuri. Ah, d'accord. Ouais, comment va la journée, comment la fatigue, que Dieu... Ok, monsieur Njomo, je peux expliquer ça. il a entendu, hein, je me suis débrouillé à dire... merci. Voilà, ça c'est depuis l'Algérie. Bonsoir, c'est Itouga. Parlons du sujet, je me demande bien si nous sommes toujours en sécurité dans ce pays. Je crois qu'il revenait sur le sujet précédent. Bonsoir Rosalie, je respecte le ministre. Est-ce qu'il connaît la forêt de l'ex-Lucam Aïdia avec des arbres précieux plantés pour en faire des papiers monnaies qui sont exploités par les Chinois à EDA et EDA ne profite de rien. Prière de revenir sur terre, mes chers ministres. Ces gens qui nous écrivent. Quand nous ne manifestons pas une volonté politique dans la réforme concernant nos fonds et forêts, je suis médusé du fait d'un manque de prévision et planification qui constamment fait défaut. Ces imposteurs politicatrons ont transformé nos fonds et forêts en zones industrielles d'exploitation, privant les autochtones des pactes sur les plans traditionnels ancestrales communautaires depuis la nuit des temps, au détriment des conventions étatiques à nous enfumer des théories ronflantes. La terre appartient à l'État. Aujourd'hui, nous nous disputons cet environnement avec des animaux fatigués de l'avancée boulimique de l'être humain, ont décidé de s'attaquer à nous, comme mon frère du côté de Ndom, dans la Sanaga maritime. C'est Masok Thomas qui nous écrit. On retourne du côté de la Guinée équatoriale. Bonsoir Rosalie. Une première, que ton plateau n'est pas bouillant. Apparemment, il y a absence des... Je préfère m'arrêter. C'est Libaski qui constate l'absence du RDPC sur ce plateau. Pourtant, il a été invité. Donc, je ne connais pas la raison de son absence, mais je sais qu'il a été empêché. C'est ce qu'il m'a envoyé comme information. Il a été empêché. On va se contenter de l'empêchement jusqu'à avoir les précisions. On prend... oh là là, quand vous m'envoyez des vidéos, qu'est-ce que j'en fais? J'en reçois beaucoup, je ne sais même pas si le contenu. Je vais prendre la peine après d'aller. Bonsoir le panel. La Rose Nationale, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Tout cela, c'est du bla bla bla. Il n'y aura aucune réforme intéressante pour le peuple. Ils vont continuer d'exporter tout ce qu'ils vont exporter. C'est des accords internationaux qu'ils visent. Autre réaction, cette fois elle nous vient du Nord Cameroun, parce qu'il démarre en disant qu'il écrit depuis le Nord. Il fallait juste donner le nom aussi pour qu'on puisse vous retrouver. Dans le langage clair, cette affaire du ministre de la Faune et de la Forêt, c'est juste qu'il voudrait donner l'impression, comme on se rapproche des élections, qu'il travaille pour que si on change le gouvernement, qu'on ne le remplace pas. D'accord. Pas camerounais. Hein. Donc le gars gesticule pour que le père le remarque, quoi. Mais c'est une vérité aussi. Hein. Ah, vous êtes d'accord avec celui-là? Oui, ils sont comme ça là. On va jouer avec le ton, on prend d'abord une transition et puis on revient, on parle de pauvreté au Cameroun.
Vous êtes toujours sur Info Télévision, l'émission c'est le grand soir de lundi à vendredi. On prend beaucoup de bonheur à se retrouver dès qu'il est 17h, on échange autour des sujets qui font l'actualité et nous sommes ensemble jusqu'à 18h52. Donc dans quelques minutes, une trentaine, nous aurons l'occasion de nous séparer. Mais avant, on va parler de pauvreté, bien entendu, au Cameroun, on le sait. Je l'ai dit à l'entame de cette émission, le 1er juillet est donc consacré par les Nations Unies à la lutte contre la pauvreté. Il s'agit pour les uns et les autres de porter un bandeau blanc pour dire que voilà, on lutte contre la pauvreté et nous on profite de cette actualité pour se pencher sur le cas du Cameroun qu'il faut le reconnaître, vit des moments très difficiles. On a attaché la ceinture, on est très résilient au Cameroun, comme sur le continent. On affronte nos difficultés en souriant, même quand on n'a rien à manger pendant toute une journée. Alors aujourd'hui, je vais compter sur vous, chers panélistes, pour nous dire comment on peut lutter contre cette pauvreté, parce qu'on ne va pas nier que le pourcentage des pauvres au Cameroun est beaucoup plus élevé que le pourcentage des personnes aisées. Donc, conclusion de course, on va aider ceux-là à trouver comment s'en sortir. Là, je démarre encore avec vous, mon cher Boubacar. Dans un pays pauvre, comment on fait pour élever le standing de vie des Camerounais? Parce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. On veut mieux vivre, on veut mieux manger, on veut mieux se loger, on voudrait mieux se soigner à un coût réduit pour ne pas être misérable. On fait ça comment? Dans la chaîne globale de logistique, le supply chain management, quand il y a un dysfonctionnement, c'est le consommateur final qui paye la facture. Pour dire quoi simplement, quand il y a l'augmentation des taxes qui engendre règlement, par exemple les hausses de carburant, c'est le panier de la ménagère qui souffre. Donc, pour sortir de la pauvreté, le Cameroun, nos dirigeants, avec la malgouvernance qui nous applique depuis quelque temps, qu'ils arrêtent tout simplement de lutter contre les pauvres. Je ne comprends pas. Ils luttent contre les pauvres? Au Cameroun, le gouvernement RDPC, ils ne sont pas sur le plateau malheureusement, nos dirigeants luttent contre les pauvres, mais pas contre la pauvreté. Ça veut dire quoi? Nous constatons depuis quelque temps, il y a l'augmentation des taxes. Ça, c'est lutter contre les pauvres. Il y a quelques jours, on nous a informé que la CNI, le timbre passe de 2800 à 10 000 francs. Ça, c'est lutter contre les pauvres. Donc maintenant, comme solution, à l'Union démocratique du Cameroun, pour nous, dans un premier temps, il faut réduire le train de vie de l'État. Ils ont annoncé qu'ils vont diminuer 84 milliards du train de vie de l'État. Ils ont annoncé qu'il faut donc, il ne faut pas annoncer, il faut passer à l'action. Dans le budget. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Si c'est pour les tests, ils sont très forts pour nous sortir les tests, des très bons tests d'ailleurs. Mais maintenant, au niveau de l'application, quand par exemple nous arrivons dans un ministère, ou bien dans la résidence d'un ministre, rien que son parc auto, on voit les 4x4 alignés. Pour partir de Bastos et venir au ministère, est-ce qu'on a besoin de 4x4? Mais pas aussi au village. Combien de fois et pourquoi? Qu'est-ce que le Camerounais lambda gagne quand le ministre va dans son village? Puisque quand il va, c'est pour un meeting du RDPC. C'est pour aller faire des dons. Règlement, il faut faire les dons de maïs partout dans les villages. Si c'est pour faire les dons, oui. Mais pour aller au bureau, il faut voir le cortège d'un ministre. C'est plusieurs véhicules de luxe pour accompagner un ministre au bureau. Non, il faut réduire le train de vie. Si vous permettez, je vais prendre un petit exemple. Bien sûr, allez-y. Qui m'a toujours fasciné. Je profite pour dire bonjour à tous mes amis centrafricains, parce que je les respecte beaucoup. J'y ai passé quelques années. Il y a quelque chose qui m'a marqué à Bangui.
le président Archange Touadéra habite dans sa maison. Chaque matin, il doit traverser la ville pour se rendre au bureau. La Centrafrique, un pays en guerre. Le cortège du professeur Archange Touadéra ne dépasse pas 5 véhicules. On ne bloque pas la circulation. Si le week-end arrive, il y a 2 motards là devant. On bloque juste au carrefour, juste le temps qu'il passe pour vite arriver au bureau. Or, au Cameroun, quand le cortège d'un ministre doit passer, il y en a qui ont 6, 8, 10 voitures. Mais en Centrafrique, le cortège du chef de l'État, 3, 4 véhicules. Je parle à Mondo Vision. Les Centrafricains nous suivent. Ceux qui sont en Centrafrique nous suivent. Ils savent que ce que je dis, c'est la réalité. Mais au Cameroun, rien que le cortège d'un directeur, d'un ministre, je me réserve de dire pour le Konkuma. Parce que quand lui doit passer, il faut bloquer la route pendant 4 heures de temps. Ça, c'est contre-productif pour l'économie du pays. Le chef de l'État est arrivé à Douala, la dernière fois qu'il est revenu à Douala, pour la pose de la première pierre du pont du Vouri. Le pont de Douala avait été fermé pendant 2 jours. Vous imaginez les pertes? Juste parce qu'il doit traverser, il faut fermer, personne ne passe. Nous avons passé 2 jours à la maison sans aller au travail. Mais c'est grave pour l'économie du pays. Donc voilà pourquoi je dis haut et fort. Réduire le train de vie de l'État. Il faut réduire le train de vie de l'État. Arrêter de combattre les pauvres. Voilà. Et s'il faille que j'ajoute quelque chose, on ne peut pas lutter contre la pauvreté avec nos infrastructures actuelles. Nous avons un problème d'infrastructures dans ce pays. Combien de millions... À quel niveau, les infrastructures? Dans l'ensemble. Okay, mais à Yaoundé, est-ce qu'à Yaoundé, nous avons les routes? Non, c'est pourquoi je posais la question. Si c'est dans l'ensemble... Je parle de l'ensemble du pays. D'accord. Alors, combien de millions de régimes de plantains pourrissent dans les plantations faute de routes à cause de l'enclavement? Nous avons la crise énergétique. On ne peut pas développer un pays, on ne peut pas lutter avec la pauvreté quand on n'a pas résolu le problème de l'énergie dans ce pays. Donc pour nous, voilà les problèmes qu'il faut résoudre avant, en urgence, et ça va découler tout seul. D'accord. Elhad Maïriga Ibrahim, comment on lutte contre la pauvreté au Cameroun pour donner une chance à ceux qui vivent en dessous de 1000 francs jour se retrouver un peu mieux lotis? Même si nous sommes très nombreux. Vous avez ta question bien posée. Quand j'ai vu la thématique, j'ai dit bon, aujourd'hui nous pensons quand même à la majorité des Camerounais. Ceux qui font la majorité, c'est vrai. Même comme l'INS nous parle de 40% de pauvreté, quand je dis ça, c'est des chiffres imaginés. Ça, c'est vrai. Rosalie, pour dire d'abord, vous rétablir la vérité, dans aucun pays, on ne peut éradiquer complètement la pauvreté. Ouais. Parce que Dieu même nous l'a fait comme ça, il y a les gens au-dessus de l'autre et tout. Yeah. Mais chaque pays essaie de mettre une politique, n'est-ce pas, non, pour pouvoir satisfaire ce qu'on appelle la classe sociale, la basse classe. C'est-à-dire dans une politique sociale bien soutenue, c'est-à-dire où les dirigeants, c'est pour ça que nous appelons les dirigeants à pouvoir réglementer des choses. Penser aux pauvres. Parce que nous, on ne peut pas tous être riches. Et comme je l'ai dit, chaque pays doit essayer, n'est-ce pas, d'appliquer une politique sociale pour avoir, n'est-ce pas, que le pauvre, que chacun dans ce qu'il fait essaie de se retrouver. Tu es menuisier, n'est-ce pas, dans ton travail, que tu parviens à vivre quand même avec. Parce que qu'est-ce qu'on dit la pauvreté? La pauvreté, c'est quand un homme ne parvient pas à manger suffisamment les 3 plats de nourriture équilibrés, se vêtir. Vous voyez, accomplir, n'est-ce pas, certains besoins naturels qu'un homme peut avoir dans la vie. C'est là où on parle alors de la pauvreté. C'est ce qu'on parle de la pauvreté intégrée. Et au Cameroun, aujourd'hui, nous vivons ce qu'on appelle la pauvreté intégrée dans notre société. Et la pauvreté disqualifiante, où les gens, n'est-ce pas, non? C'est-à-dire, les gens s'intéressent de là comme ça, vous voyez, tu pars chez l'oncle, tu prends une tubercule de maïs, tu vois un peu, tu viens mourir chez toi, tu as un oncle là-bas. C'est cette pauvreté ambiante. Donc je dis, chaque pays essaie de s'adapter.
selon les dirigeants qui sont là. Mais qu'est-ce que nous voyons ici, vous allez au Cameroun? Nous comprenons qu'au Cameroun, nos dirigeants, pour eux, s'ils essaient, n'est-ce pas, d'équilibrer les choses où chacun parvient à s'en sortir, c'est qu'ils n'auront pas une masse électorale, une bétail électorale qu'ils peuvent manipuler comme ils veulent. Sinon, vous n'allez pas expliquer lors d'une campagne où on prend les sacs du riz. Donc, vous savez que cette population est pauvre. Vous comprenez bien? Parce qu'en allant donner, vous attendez seulement le temps d'une élection, aller, n'est-ce pas, distribuer 2 000 francs, 3 000, ils courent là derrière vous, ils chantent avec le gros tambour. Chez nous, là-bas, au nord, c'est ça. On vous donne des sacs du riz, du pain, etc. Donc, ils le font sciemment ici. Il n'y a pas une justice sociale où on essaie d'aider, n'est-ce pas, non? C'est-à-dire la majorité du Camerounais qui font le pauvre. C'est-à-dire ce qu'on appelle la pauvreté marginale. Là. C'est-à-dire c'est des gens marginaux, ils sont là. Vous souhaitez qu'on les autonomise en fait? Oui, on peut le faire quand il y a une justice. Oui, que chacun dans ce qu'il fait. Si tu es même, n'est-ce pas, un petit cireur de chaussures, vraiment que tu te retrouves, tu te sens protégé par l'État. Qu'on essaie, n'est-ce pas, au niveau de ton arrondissement, aujourd'hui on parle, comment on appelle, de la décentralisation. C'est de ça, n'est-ce pas, donc, que cette décentralisation peut aider la population à pouvoir organiser la société, c'est-à-dire la population locale. Et ce devoir, pas pour réprimer, mais aujourd'hui, allez dans nos marchés, vous voyez ce qui se passe. Le peu de gens qui se débrouillent, c'est eux qu'on vient taper, on arrache, on détruit leurs petites marchandises et tout. Vous voyez des gens rentrer à la maison en pleurant. Parce qu'il a eu une petite marchandise de 6 000, 5 000, 7 000 qui parvient à... Donc on lutte aujourd'hui, on fait tout pour appauvrir plus la propriété et la population pour ne rien comprendre. C'est-à-dire on vous tient comme ça dans une pauvreté ambiante où vous êtes obligé de tout croire, ou soit, n'est-ce pas, vous désintéresser complètement de votre pays parce que vous vous battez à chercher de quoi manger avant midi, avant le soir, le retour des enfants. Dans nos familles, tout autour de nos quartiers, nous voyons, la mamie se pose une seule fois le soir, où on bricole tout et de rien, juste les enfants mangent à partir de 20h, ils dorment là. D'abord, ils digèrent mal. Et ils prennent beaucoup d'eau. Ils prennent beaucoup d'eau. Le matin, ils se réveillent. À mes enfants. Hein. C'est jusqu'à midi qu'ils... La pauvreté au Cameroun, je dis, quand je vois l'espoir, c'est que l'INS nous montre. Je dis sincèrement, tous ces gens-là, c'est des méchants. Dans un pays où on vous dit un individu a volé des milliards, tout le temps, c'est des scandales d'argent de milliards. Ou s'il y a une justice sociale, le président Paul Biya dit toujours que tant qu'un Camerounais sera affamé, je crois qu'il partira, peut-être son petit-fils aura 90 ans sans que le Camerounais parvienne à manger. Puisque le président de l'Assemblée l'a dit. Le président de l'Assemblée l'a regardé dans l'hémicycle, lors de sa prestation du serment. Monsieur le Président, vous nous avez promis la démocratie, nous l'avons. La prospérité, nous attendons encore. Tous les prédicateurs qui sont là assis ont applaudi. Ils ont trouvé que c'est que le président de l'Assemblée a dit au président, c'est une vérité. Posez-vous la question de ce temps-là, aujourd'hui, ça fait combien d'années? C'est le dernier septennat. Hein? Ça fait combien d'années? Est-ce que le Camerounais est prospère aujourd'hui? Parce que la prospérité veut dire réduire la pauvreté. Donc jusqu'à aujourd'hui, là, les Camerounais sont essentiellement dans leur grande majorité pauvres. Il faudrait retrouver, n'est-ce pas, une autre façon de faire. Et je ne crois pas que c'est avec le président Paul Biya. Il va laisser des millions de Camerounais affamés. Pas un seul Camerounais, comme tu l'as dit. Tant qu'un Camerounais restera affamé, ma tâche, mon travail ne finira pas. Là, il s'est trompé énormément. Vraiment, je m'en excuse. Nous avons faim. Nous continuons à avoir faim dans des quartiers. Et tout dans des villages, alors c'est grave. Donc vous comprenez que ce pays, c'est pour ça que je vous ai dit, confions ce pays à Dieu avant 2025. Que chacun prie. Confiez, demandez à Dieu de nous venir en eux. Si c'est eux encore que Dieu a choisi pour nous, qu'il les, n'est-ce pas, qu'il essaie d'apaiser leur cœur, de leur amener à de bons sentiments, à comprendre qu'ils ont détruit le pays, qu'ils ont mis des millions de Camerounais dans la rue, dans la pauvreté, qu'ils les gardent. Et si ce n'est pas eux, Seigneur, pas qu'ils nous laissent encore dans la guerre, parce que c'est ce que nous évitons. Dans la pauvreté ambiante, dans la guerre, non. Donc que Dieu, lui, fasse un choix pour nous, de pauvres peuples,
Parce que ça ne va pas. La pauvreté là au Cameroun, ça c'est clair, Rosalie. Ça va galopante. Il faut dire que de plus en plus, on a du mal à sortir la tête de l'eau. Ceux même avant, comme un petit frère l'a dit le week-end dernier, si vous qui nous lanciez même 2000, vous-même vous ne voyez plus le 2000 là. Avec nous ici, on est mort. Mais c'est vrai. C'est une triste réalité. Parce que maintenant, quand le téléphone sonne, tu regardes comme ça. Je dis, ok, toi tu m'appelles parce que tu crois que moi ma vie donne trop. Mais c'est vrai. On a les mêmes problèmes. On a logé à la même enseigne. Aristide, on fait comment pour améliorer notre situation aujourd'hui? Il parle d'une meilleure politique. Oui, sociale. D'une meilleure politique sociale. Il parle d'une autonomisation des Camerounais. Des Camerounais. On lui offre la possibilité de rentabiliser pour qu'on puisse avancer. Vous ajoutez quoi sur ces propositions déjà enregistrées? Plusieurs choses. D'accord. Plusieurs choses. En fait, ils l'ont si bien dit tout ça. Un pays, c'est d'abord sa structure. Quelle est la structure du Cameroun? Quand on regarde, que ce soit sur le retrouvé ou bien quand on regarde... Vous mettez quoi dans structure? La structure du pays, la structure sociale du pays. Quand on regarde, et même économique. C'est-à-dire quand on regarde la structure sociale, économique et même l'environnement du pays, on se rend compte que nous sommes un pays véritablement pauvre. Parce qu'en fait, la pauvreté ici se voit sur notre incapacité à nous loger, se voit sur notre incapacité à manger décemment, notre incapacité à manger à moins de coûts, notre incapacité, n'est-ce pas, à nous soigner. Et quand on regarde ça, quand on interroge l'indice de développement humain, n'est-ce pas, et on regarde notre PIB, notre PNB même d'ailleurs, on se rend compte que au moins 70% des Camerounais sont incapables de se nourrir. Or, quand on regarde notre constitution, il est bel et bien dit que l'État devrait pouvoir donner à manger, éduquer les uns et les autres. Et à travers une politique sociale équitable. Ouais. Il serait donc anormal que dans un pays comme le nôtre, il y ait des gaps énormes entre les uns et les autres. Et quand on dit les uns et les autres ici, il faut faire attention, ce n'est même pas seulement 20-80, c'est au moins, c'est 5-95. C'est-à-dire que 5% des personnes qui arrivent à se nourrir, à se soigner, à se vêtir, à s'éduquer même. Parce que c'est même aussi, il faut regarder aussi le côté éducation. Oui, c'est tout ça la pauvreté, le côté éducation. Alors, quand on regarde donc, on se dit 95% des personnes souffrent, n'arrivent pas à régler leurs besoins basiques. Comment faire donc pour sortir de là? Première des choses, il a dit, il faut mettre en place des politiques sociales équitables qui permettent aux uns et aux autres, à quelque endroit où ils se trouvent, à n'importe quel corps de métier, à pouvoir trouver le minimum. Et ça passe par quoi concrètement? Ça passe par une politique sociale, n'est-ce pas, menée par l'État, qui voudrait bien donner aux uns et aux autres le minimum de couverture sociale. Couverture sociale ici interpelle quoi? On va regarder la santé, on va regarder l'éducation, on va regarder l'alimentation, on va regarder l'énergie, on va regarder l'eau, l'État aujourd'hui doit donc chercher les moyens pour venir couvrir. Si on a un bon salaire, ça résout tout ça, non? Non, du tout. Encore, parce qu'on parle... Si j'ai un salaire, je règle justement, c'est dans le cadre des fonctionnaires et les employés parapublics. Quand tu travailles dans une structure... Faisons attention. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu peux avoir ce salaire-là, et quand tu vas au marché, tu n'arrives pas à trouver ce qu'il faut parce que la dame qui fait l'agriculture, qui était censée t'amener cette nourriture dont tu as besoin sur le marché, n'a pas pu. Parce que elle n'a pas pu, parce qu'elle est même d'abord tombée malade ou parce que sur le fait de la route, un accident est arrivé à cause de l'état de route et tout ça. Donc, il faut que l'État se batte pour que ce minimum-là soit donné à la population. Et ça, c'est quoi? Ça veut dire qu'il doit donner à cette population pauvre les moyens de pouvoir subvenir à leurs besoins. Les besoins qu'on a énumérés ici, alimentation, santé. Les besoins primaires. De un. De deux, lutter contre l'informel. Lutter contre l'informel ici ne veut pas dire aller écraser cet informel-là. Parce que justement, l'État ne pouvant pas subvenir aux besoins des uns et des autres, les gens se mettent dans des coins pour trouver des solutions. Et là, il va dire que tu luttes contre les pauvres. Ben, non, en fait... Parce que l'informel...
Suivez bien. Il faut les encadrer, c'est ça. Il faut les avoir. Voilà, très bien. Il faut une politique pour les encadrer. Oui, il a dit lutter contre l'informel. C'est différent d'encadrer l'informel. Je vais arriver. On ne peut pas lutter contre tout. C'est tuer tous les Camerounais. Non, on ne s'est pas bien suivi. Je dis bien ceci. Aménager des politiques pour que cet informel-là, vous voulez bien. Oui, là c'est mieux dit. Tout à l'heure, vous avez dit lutter contre l'informel. C'est pourquoi j'ai insisté dessus. Donc, c'est encadrer en fait l'informel. C'est un lapsus. D'accord. Je voulais bien que les gens... C'est un secteur qu'il faut organiser. Très bien. Je voudrais bien qu'on comprenne que, sur mon propos liminaire, j'ai dit 95% des personnes sont dans ce secteur-là. Justement. L'agriculture et tout ce qui est petit métier et autres. Et ce sont ces personnes qui vivent dans la précarité. Ce sont ces personnes qu'il faut sortir de cette précarité-là. Au lieu d'avoir des mesures incitatives pour qu'ils partent de cet informel pour le formel, il faut éviter de mettre toutes les politiques fiscales qui chasseront ces personnes-là. Mais il faut plutôt inciter pour que ces personnes sortent progressivement de cet informel pour se retrouver. Or, une des politiques à mettre réellement, c'est toujours encore sur le plan social. Les amener socialement à comprendre que dans l'informel, ils n'aident pas non seulement leur propre famille, mais l'État à les sortir de cet endroit ou de cette pauvreté-là. Il y a ce côté. L'autre côté, ce serait ici la distribution équitable des revenus. Il serait anormal, n'est-ce pas, que des gens qui utilisent la fortune publique, parce que ce sont eux qui sont censés la gérer, l'utilisent à des fins qui ne participent pas au bien-être des uns et des autres. On vous donne de l'argent à gérer parce que vous devez mettre les routes afin que l'on sorte de la production des bassins de production pour le marché. Vous détournez cela. C'est un préjudice énorme. Vous n'aidez pas l'État à lutter contre la pauvreté. De notre côté, on vous donne la possibilité, n'est-ce pas, d'implémenter des projets agricoles. Vous prenez cet argent, vous utilisez ça à d'autres fins. C'est un détournement. Vous n'aidez pas l'État à lutter contre la pauvreté. Et il y a un autre souci même, de manière structurelle. Et pour qu'on lutte contre la pauvreté, il faut lutter contre tout ce que nous appelons ici les politiques monétaires. Il faut justement que quand quelqu'un a 100 francs, que cet argent soit véritablement 100 francs et puisse permettre d'acheter quelque chose. Mais quand tu as 100 francs, ça représente quoi, 50? Mais justement, l'inflation. Si tu as 100 francs, et que sur le marché, tu n'arrives pas, donc le panier de la... Vous permettez? Tout à l'heure, quand tu as parlé du fonctionnaire, un salaire, je voulais te dire, Rosalie, dans ce pays, un fonctionnaire, comme tu es là. Je ne suis pas fonctionnaire. Non, tu n'es pas fonctionnaire, tu travailles quand tu as un salaire mensuel. Un salarié. Un salarié. Un salarié. Bon, justement, c'est le moment. Un salarié travaille. Un salarié travaille pour au moins 10 à 15 autres personnes qui comptent sur lui. Le village, le voisinage, la famille, ton propre ta famille. Il n'y a aucun salaire ici là. Tu ne savais pas que toi-même tu es nécessité. Voilà. En fait, on est nécessité par niveau. C'est ça. C'est pour ça que la pauvreté, pour que la pauvreté finisse ici là, je vous dis, il faut des hommes honnêtes, sincères, qui ont la crainte de Dieu avec eux. Ah. Et ici au Cameroun, nous avons traversé cette étape-là, je vous dis, nous avons des gens, ça dit pour eux, c'est tout pour eux, rien pour les autres, Rosalie. Nous connaissons, nous voyons ce qui pousse dans les quartiers, partout là. Nous voyons l'opulence dans laquelle. C'est pour ça quand ils sortent, tu vois quelqu'un qui a fini sa vie, a pillé tout. Président du Sénat qui vient vous dire, je suis encore là. Parler, chanter. Je suis encore là, je veux continuer à manger. Vous êtes des jaloux. Donc, il n'y a que dans un... Qu'est-ce que vous voulez dans un pays comme ça là? Non, disons-nous la vérité. Il fallait que j'arrive donc. C'est pourquoi il parlait tout à l'heure d'emploi décent. Opportunité d'emploi décent. Il ne peut pas. Je dis, la personne qui a diminué la pauvreté, le créateur de caisse d'épargne, c'est un Indonésien qui a trouvé cette politique à financer, n'est-ce pas, des petits, c'est comme nous on appelait tout à l'heure l'informel. C'est lui qui a créé cette histoire. Il a été même, je crois bien. Oui, c'est en Inde.
Oui, c'est un Indien. Il a été primé d'ailleurs. Primé, c'est que oui. Oui. Par rapport, n'est-ce pas, à ce qu'on appelle la microfinance. La microfinance, c'est lui le créateur, il a dit non. Il y a des petites personnes qui se débrouillent, essayons de financer ces personnes-là à hauteur de ce qu'ils peuvent faire. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça qu'on a parlé Rosalie, justement d'encourager cette je vous assure, quelqu'un qui a la crainte de Dieu, qui a peur dans ce pays, le Cameroun, tout le monde peut manger à sa faim. D'abord, nous avons un seul bien, comme tu l'as dit, les pistes agricoles. Et dans ce moment, est arrivé dans les marchés, aller au marché de Mogada, et de Vombi, aller à Mokulu. C'est une porcherie qui ne dit pas son nom. Il faut les sortir de là. Il faut les sortir de cette misère-là, qu'ils trouvent des cadres bien, où ils peuvent sortir les productions de la bourse, qu'ils viennent vendre, que l'acheteur vient prendre de bons produits. On élargit tout ça sur ce marché. Non, je crois que j'avais si on réussit, n'est-ce pas, chaque année à sortir au moins 1000 personnes de la pauvreté. Ce qu'on a dit, la pauvreté, ce n'est autre chose que quelqu'un qui ne peut pas manger à sa faim 3 fois, se vêtir, envoyer ses enfants à l'école. Vous voyez le problème de la santé qui s'en occupe. Donc il ne demande pas grand-chose, qui demande juste l'organisation dans le cadre de ce qu'il fait comme activité. On peut aider. D'accord. Sur ce plan, justement, donc, il y a lieu donc de revoir certains types de politiques. La politique budgétaire, il faudrait bien que la politique budgétaire soit menée de telle sorte que M. Landa, à l'endroit où il se trouve, puisse se reconnaître. Il ne serait pas normal. Se reconnaître dans quoi? La politique budgétaire, le budget que l'État vote là, au lieu de l'utiliser au lieu de l'affecter de manière incohérente sur des dépenses qui n'amènent pas une meilleure distribution du budget, qui n'amènent pas le pays à sortir des projets comme le projet, n'est-ce pas, d'infrastructures sportives aujourd'hui qui sont abandonnés gauche à droite. Des milliards, si on mettait ce milliard sur la pauvre population, vous imaginez ce que ça pourrait donner? C'est de ça qu'il s'agit. Vraiment bien réparti, bien réfléchi au niveau de la décentralisation, recenser tous les petites personnes de chaque arrondissement. Et revoir cela. On dit qu'aujourd'hui, alors, un exemple simple, les logiques qui voudraient que l'État central se mette à gérer à lui tout seul, on parle de pratiquement 6 milliards, là, 7 milliards. L'État central se retrouve à gérer pratiquement tous les 7 milliards. Regardez la portion qu'on attribue au CTD. C'est absolument rien. Ça ne vaut absolument rien. Non, il est question donc de revoir dans cette politique, de revoir cette politique budgétaire. Ouais. Et même donner la possibilité, revoir le marché des capitaux, donner la possibilité à M. Landa, qui a une idée brillante, de pouvoir avoir accès aux capitaux et sortir. Excusez-moi, c'est la lutte contre la pauvreté. C'est la lutte contre la pauvreté. C'est ça la lutte contre la pauvreté. Excusez-moi. J'ai l'impression d'entendre un livre. Dans quel pays? Ce n'est pas un livre. Les piassis, les l'habitude justement. C'est pour ça justement. Parce que l'idée, s'il vous plaît. Comment faire pour lutter contre la pauvreté? Justement, s'il vous plaît. L'idée ici est d'être très pratique. Parce que au-delà de ce qui peut être écrit, de ce qu'on peut lire, il y a la réalité également de notre environnement. Je voudrais que celui qui nous regarde, vos quoi des capitaux et tout, excusez-moi l'expression, il n'a rien à faire. Si vous voulez. Il nous regarde, il dit, je suis affamé, j'ai peut-être fait mon école, comment je fais pour sortir de la pauvreté? Donc, au-delà des livres et tout le reste, de façon palpable, qu'est-ce qu'ils font? Très bien. C'est ça notre préoccupation ce soir. Vous me parlez du budget. Vous intervenez là-bas quand on voit le budget ou quand on partage le budget. Celui qui est au quartier, qu'est-ce qu'il en sait du budget? Comment il est même voté? Beaucoup de personnes ne savent même pas le processus. Et vous lui demandez d'aller regarder le budget pour s'en sortir quand il a faim. Il est en train de rire au quartier et il dit que les gens là nous disent même des choses qui arrêtent de sortir de ce côté. Oui, nous sommes là pour éduquer la masse. Oui, justement. Il faudrait donc que la masse là ait quelque chose en sortant de ce programme. Et mon temps est déjà court. Voilà. De 2 minutes. Pour sortir, tout à l'heure, je dis qu'il faudrait que nos dirigeants arrêtent de lutter contre les pauvres. Oui, vous l'avez dit. Alors, j'avais juste résumé la situation. Ah, vous voulez détailler pour qu'on comprenne mieux. Voilà. D'accord, allez-y. Je prends un petit exemple. Ceux qui ont à peu près mon âge. Comme moi. Non, Rosalie. Alors, je sais de quoi je parle. Tu en as entendu parler, Rosalie. À une époque,
Chaque lundi matin, dans les écoles au Cameroun, on distribuait la Nivaquine aux enfants. Oui. 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 Chaque lundi matin, toutes les écoles du Cameroun, nous prenions de la Nivaquine pour prévenir le paludisme. Mais de nos jours, ce n'est plus possible. Pourquoi? Parce que il y a toute une équipe gouvernementale qui se retrouve en prison. Ils ont emporté cet argent. Oui. Aussi simple que ça. Cet argent qui devait servir à acheter de la Nivaquine pour les élèves est emporté par toute une équipe gouvernementale qui se retrouve en prison et attend que le chef... Ça rejoint ce qu'il parlait des meilleures politiques gouvernementales au Cameroun. Donc voilà pourquoi à l'UDC nous disons qu'il faut arrêter de lutter contre les pauvres. Ensuite, et pour résumer, pour finir, je disais, nous avons un terme qui est très familier chez nous à l'UDC, la res publica, la chose publique. La chose publique est privée. Que nos dirigeants arrêtent de se servir dans le réfrigérateur de la République. Ils confondent le réfrigérateur de la République au réfrigérateur qui se retrouve de madame à la maison. On se sert comme et quand on veut dans le réfrigérateur de la République. Nous disons non. Ça, le bien public est sacré. Voilà la position de l'UDC. D'accord. El Hadj. Je me réveille, j'ai faim. Rosalie, je vous ai regarde à dit, gauche, à droite, je ne m'en sors pas. Qu'est-ce que je fais? je vous ai dit, n'est-ce pas, lors de mon premier jet, n'est-ce pas, qu'on ne peut pas éradiquer la pauvreté. Oui. Ça, c'est clair. On peut l'endiguer. On peut l'endiguer, on peut trouver une solution humaine. Parce que quand Dieu vous donne la gestion d'un pays, dans le cadre de l'islam, Dieu a désigné 4 catégories de personnes. Le pouvoir, les enseignants, qu'on appelle les intellectuels, les hommes de Dieu et les riches. Ces 4 catégories de personnes, Dieu a dit le jour du jugement dernier, c'est les 4 personnes à qui il doit d'abord poser la question. Quand je vous ai donné le pouvoir, qu'avez-vous fait de ce pouvoir? Vous les riches, la richesse que je vous ai donnée, ce n'est pas pour vos beaux yeux. Qu'avez-vous fait de ça? Les intellectuels, est-ce que vous avez mis une politique pleine, vraie, n'est-ce pas? On vous l'avait expliqué aux autres. C'est comme ça les religieux. Est-ce que vous avez sensibilisé les tenants du pouvoir, les riches et autres? Donc, il y a un problème qui se pose dans ce pays. Je vous assure, nous avons des gens qui n'ont plus la crainte de Dieu. C'est ça le véritable pauvre. Et le pauvre, ce pauvre-là pour lequel aujourd'hui nous luttons, nous prenons le risque de dire des choses et des choses vraies que nous connaissons. Pour ne pas vous dire, je m'habillais là tout à l'heure, une petite fille du voisinage est venue me toquer. Papa, elle a dit, j'ai faim. J'ai enlevé 1500, je lui ai dit, allez vous débrouiller là. Moi, je vous dis, c'est que je vis tous les jours. Donc, quand nous voyons ça, et ceux pauvres qui sont complices de leur malheur, bientôt vous allez les voir. Dès qu'on vient les distribuer des petits casquettes, les vieux pagnes sicam, je ne sais pas de quoi, ils vont danser, s'empiffrer d'alcool. Ils oublient qu'ils sont en train de vendre leur vie pour 5 ans. Leur vie et la vie de leurs enfants. Prenez conscience, il n'y a pas un pauvre du sud, du centre, de l'est, de l'ouest, de Bamine ou de quoi. Nous vivons tous la même pauvreté, nos familles. Décidez-vous, vous avez l'arme. Si c'est Paul Biya que vous dites vouloir soutenir, Paul Biya, son temps est passé aujourd'hui. Ceux qui se battent pour récupérer le pays vont vous faire plus... Parce que c'est eux qui bloquent même le président de la République. Qui ne veulent pas appliquer sa politique. Oui, c'est lui qui le nomme. C'est lui qui ne sanctionne pas. Mais c'est eux, ils ont tout ramassé. Et vous allez souffrir bientôt. Aidez Dieu à vous aider. Non, aidez Dieu à vous aider les pauvres. Décidez-vous, on ne vous demande rien. Non, on ne vous demande pas d'aller marcher, casser, non. Ce jour du vote là, réfléchissez, posez des questions autour de vous. Il y a des gens qui comprennent ce que c'est l'élection et la bonne personne qui peut vous sortir de cette pauvreté. Si vous restez dans le cadre que c'est mon frère d'église, c'est mon frère de la tribu, c'est ceci et cela, tant pis pour vous. Faites bouger les lignes comme dans tous les autres pays. Prenez le cas du Sénégal aujourd'hui. Je vous assure, les gens sont en train de fuir. Les là fuient le bateau. Parce qu'ils sont pourchassés.
Ceux qui vous ont mis, n'est-ce pas, dans cet état de pauvreté et qui veulent finir avec vous. C'est après le président Paul que vous allez comprendre cela. Donc que chacun prenne sa responsabilité. Aristide, juste de vos 2 minutes. Voilà. Parler de la pauvreté, 2 minutes seront, en termes de conclusion seulement, seront insuffisants. Mais je voudrais rappeler que la pauvreté n'est pas une fatalité. La pauvreté n'est pas une fatalité. Il faudrait que nous mettons en place des politiques humaines où c'est l'humain qui prime. Or, l'humain ici, c'est qui? C'est celui qui doit manger, c'est celui qui doit se soigner, c'est celui qui doit se vêtir. C'est celui qui doit, n'est-ce pas, travailler pour que psychiquement, n'est-ce pas, il soit équilibré. Parce que les gens qui ne travaillent pas ont déjà un déséquilibre. Or, nous voulons donc... Il y a même ceux qui travaillent qui sont plus déséquilibrés. Nous voulons donc... Ah oui? Nous voulons donc associer au travail, on ajoute le plaisir. Le plaisir, le loisir. Le plaisir, le loisir. C'est pour ça qu'on parle de manière globale du bien-être. Or, partie du bien-être, du parti de la pauvreté pour le bien-être, il y a un pas. Et ce pas-là, n'est-ce pas, devrait pouvoir se faire dans la mise en commun des efforts. Ça dit que le pauvre doit comprendre que seul, avec ses 100 francs, il ne peut rien faire. Mais en se mettant, en se mutualisant, il peut devenir autonome. Il s'agit ici d'autonomiser le pauvre. Il s'agit d'autonomiser le pauvre afin qu'on sorte de la précarité. D'accord. Bonsoir Rosalie. Dire au Cameroun lutter contre la pauvreté est une insulte pour les pauvres. Ce thème ne nous honore pas. Ça relève de la distraction au profit du pouvoir. La seule lutte pour nous les pauvres, c'est changer le pouvoir qui nous a appauvris. C'est Achille qui nous écrit depuis la Guinée équatoriale. Voilà, Olembe, Covid, Glencore, OTS, OTA et d'autres vices dans des guettes. De quelle lutte parlez-vous? Quand ils ont tout dilapidé en termes de rapine, bienvenue dans la pauvreté qui en nous développe des complexes d'infériorité et agressivité. Nous sommes en majorité des misérables. La tête dans la gadoue pendant attendant la 25e heure. On ne saurait lutter le ventre vide face à une minorité gouvernantronne de loup. C'est Massok Thomas. Thomas Massok. Autre réaction, merci pour tout, merci Dieudonné, à vous également d'être devant le petit écran. Autre réaction, bonsoir Rosalie, il faut une autre école pour les Camerounais à connaître la valeur et le poids de l'argent. Car nous dépensons à tort et à travers. Les jeunes laissez l'alcool, le téléphone que vous utilisez à appeler un ami pour lui dire que hier nous avons bu des casiers de bière. C'est l'argent que vous perdez et c'est pas là que ça commence. C'est pas une mauvaise idée, hein, Jean. Qu'on diminue un peu la quantité d'alcool et qu'on augmente des investissements, c'est pas une mauvaise idée. Mais bonsoir madame, lutter contre la pauvreté, on est même déjà pauvre jusqu'au cerveau, l'idée va venir d'où? Bonsoir très cher René, moi je suis seulement dépassé, quand on parle même de pauvreté, même la pauvreté est surpris, qu'on se rappelle encore de lui puisqu'il est devenu normal au Cameroun de n'avoir pas quoi manger pendant une journée. Wow. Autre réaction, oh, bonsoir, merci pour tout. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a fait là pour avoir autant de merci. De merci. Voilà, on repart du côté de la Guinée. Beaucoup d'images. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais en faire de toutes ces images. Je vais regarder sûrement après. Hein. C'est peut-être des personnes affamées qu'on m'envoie en image. Bonsoir Rosalie, à ton riche panel. Pour parler de cette question de pauvreté, je crois sincèrement que c'est une prise de conscience commune qui va nous sortir de cette situation. Ça ne sert à rien de tergiverser. On se lève et on agit. 2025. Alors levez-vous et agissez. Vous seul, vous savez ce que vous mettez comme dans les seul homme. Et agissons. Merci Aristide Konofino d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous El Hadj Maïriga Ibrahim. C'est toujours un bonheur de vous avoir sur ce plateau. Merci à Boubacar de l'UDC. Mes civilités à votre présidente et à mon ami personnel, honorable Adamou Koupit. Ça a été un bonheur
de vous avoir là ce soir. Nous sommes donc rentrés en gare avec ce programme pour cette première livraison de la semaine. Merci à Ismaël qui était encore derrière les caméras ce soir. Mon bébé Célestin Tomo était donc au mixage vidéo de ce programme. Belvas l'a encore réalisé et bien sûr Jean-Martin Kefak a assuré la supervision technique de ce programme. Je vous laisse en compagnie d'Hermine Ilougia qui va vous livrer la quintessence de l'information en langue de Shakespeare. Vous retrouverez à 20h Claudia Antia pour la version en langue de Molière. Respect, Monsieur Donimva. Je vous dis à demain, 17h. Bonne suite de programme sur nos antennes.